Bonjour tout le monde. Donc, je vais présenter l'association. Donc, nous, on est l'association Sentience Rennes. On est une asso contre l'exploitation des animaux. On va se catégoriser par plusieurs notions comme l'antispécisme, le sentientisme ou l'animalisme. On sensibilise avec des conférences, des stands, des ciné-débats, ou comme là, avec la semaine de la pensée antispéciste. Donc on est une asso étudiante. Pour nous, les universités, c'est un cadre favorable. Ça nous apporte un soutien matériel et financier. C'est aussi une occasion de professionnaliser son militantisme. Comme les étudiants sont souvent en recherche dans leur parcours pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Par exemple, dans l'organisation de l'ASPAS, on a Axel Pleusbro, qui a cofondé Sentience Lille et qui est aujourd'hui autrice et journaliste scientifique antispéciste. La population étudiante, elle a aussi plus l'habitude de mémoriser l'information, de prendre la parole ou d'assister à un long cours de 2 heures à 8h30 le matin. Et puis, la question animale peut être abordée par de nombreuses disciplines, comme la biologie, l'éthologie, la psychologie, la philosophie, etc. Donc ça peut amener des étudiantes et étudiantes qui sont dans ces parcours-là à se questionner. Avec nos actions, on espère contribuer à un changement culturel d'ampleur pour qu'un jour cesse la domination de l'homme sur les animaux non humains. Je vais laisser la parole à Victor Durand-Lepeuch. Merci Pierre. Alors, bonsoir à toutes et toutes. Je suis ravi d'être ici et je suis absolument ravi d'animer cette table ronde « Quel rôle des sanctuaires dans la lutte contre le spécisme ?» pour déjà l'avant-dernier jour de la semaine de la pensée antispéciste. C'est passé vite. Alors, j'ai d'abord quelques infos pratiques à vous donner. Déjà, l'ASPAS, donc, c'est un ensemble d'événements à prix libre et complètement gratuit, mais l'événement a un coût. Et donc, n'hésitez pas à participer pour nous aider à financer cette super semaine. Alors, vous pouvez le faire sur la page Hello Asso. En tapant Semaine de la pensée antispéciste Hello Asso, vous trouverez facilement. Et sinon, on a un QR code sur le stand de livres à la fin que vous pouvez scanner. Et aussi, sur ce stand, vous pourrez retrouver un ensemble de badges, d'autocollants, de brochures que vous pouvez acheter à prix libre. Et ça peut aussi nous aider à financer l'événement, en plus de vous offrir des ressources incroyables sur l'antispécisme. Je vous donne rapidement le programme de demain, peut-être. Alors, samedi, donc c'est-à-dire demain, il y a une manif anti-corrida à 11h, place de la République. Et on se retrouve à 14h à la Maison des Associations de Rennes pour un après-midi incroyable où s'enchaînent 3 choses. Donc, une conférence du campus animaliste sur l'implication des jeunes et la politisation de la cause animale, un atelier du collectif rennais pour l'égalité animale sur les liens entre spécisme et capacitisme, et un atelier de résistance écologiste Rennes sur les liens entre antispécisme et écologisme. Donc venez, ça va être passionnant, tous trois événements. Et pour bien terminer la journée et terminer la semaine entière en beauté, on finit sur une soirée de clôture avec double concert. Donc pareil, venez, soyez présentes et présents. Voilà pour les infos pratiques. Je me présente rapidement. Moi, c'est Victor Durand-Lepeuch et j'anime un podcast contre le spécisme qui s'appelle Comme un poisson dans l'eau. Et vous pouvez le trouver sur toutes vos applications de podcast et sur les réseaux sociaux à @poissonpodcast, singulier tout attaché. Voilà, et maintenant passons au plus important, qui est le thème de cette table ronde aujourd'hui, les sanctuaires. Alors, les sanctuaires sont des lieux très singuliers. Ils apportent refuge à des animaux qui ont été exploités et ou auraient pu être tués dans les abattoirs. Mais quel rôle doivent vraiment se donner les sanctuaires dans un monde où l'on continue à faire naître des milliards d'individus voués à la mort pour les manger ou exploiter leur lait ou leurs œufs? Sauver quelques animaux de ce massacre est-il efficace dans la lutte antispéciste face à la machine qui ne s'arrête pas? Sans compter que les animaux recueillis portent et souffrent souvent des stigmates du système d'élevage par leur génétique mal adaptée à une vie longue ou leurs blessures. Donc derrière le nom commun de sanctuaire se cache en fait une assez grande diversité de façons de concevoir ce que doit être un sanctuaire et quelle peut être son action. Alors les sanctuaires sont-ils des bulles hors du monde spéciste, alentour, et un modèle pour essayer de penser et construire un futur sans exploitation des autres animaux? Est-ce une façon suffisamment efficace de militer pour les autres animaux et faut-il même s'en préoccuper de cette question de l'efficacité? Les animaux y sont-ils vraiment pleinement libres ou n'y a-t-il pas finalement des formes de domination ou d'imposition qui se reproduisent au sein même de ces lieux?
Voilà, à ma connaissance, c'est un ensemble de choses où on a eu très peu d'occasions de pouvoir soulever publiquement tous ces enjeux en français pour le moment. Et donc, c'est ce qu'on va tâcher de faire ce soir avec mes invités que je vous présente. Alors, Lucie Nayac, tu es sociologue, actuellement chercheuse postdoctorante à l'Université de Liège, en Belgique, initialement spécialisée dans les champs sociologiques de la santé, du handicap, du genre et de la sexualité. Tu as récemment réalisé une enquête ethnographique sur les relations entre humains, humaines et animaux au sein de 2 sanctuaires pour animaux dits de ferme. Alors, le refuge Groing-Groing, en France, et le Rêve d'Abby, c'est un très joli nom, en Belgique. Et tu mènes également un travail de recherche sur la thématique genre et véganisme. Joséphine Guichard, tu es en M2 de sociologie à l'UNS de Lyon et membre du labo junior RA, au sein duquel tu as d'ailleurs co-organisé un colloque sur le spécisme en mai dernier. Ton mémoire porte sur des bénévoles travaillant dans un sanctuaire pour animaux dans le sud de l'Espagne, et ton travail se rattache à la sociologie du travail associatif, à la sociologie de l'engagement militant et aux travaux contemporains sur le care, donc le soin. Harry Ohayon, tu es cofondateur de la marque de mode Arsayo et militant pour la cause animale depuis 9 ans. Suite à plusieurs actions devant les abattoirs, tu as cofondé le sanctuaire du château, petit coin de paradis, selon tes mots, dans lequel des rescapés des fermes industrielles cohabitent désormais. Kenzo Jacquemin, tu es activiste et chercheur indépendant dans les Critical Animal Studies. Peut-être que tu pourras nous expliquer pendant la table ronde ce que sont les Critical Animal Studies. Et tu travailles avec le collectif antispéciste 269 Libération Animale depuis 2018 et tu en as rédigé 2 ethnographies. Tu travailles notamment sur les concepts de domination, d'exploitation, de permanence, de souffrance, d'autonomie et de puissance d'agir. Et ça tombe bien parce que c'est des questions qu'on va se poser par rapport au sanctuaire dans cette discussion. Alors peut-être que je peux vous laisser dans un premier temps présenter les sanctuaires, alors soit toi Harry dont tu as la responsabilité, ou soit vous 3 autres Carrie que vous avez pu observer en tant que sociologue, et aussi me dire quel est le rôle d'un sanctuaire selon vous. Peut-être ça nous permettra de voir, je pense qu'il y a une grande diversité effectivement de sanctuaires. Alors peut-être Lucie, pour commencer, je vais allumer, tiens je te donne mon micro et comme ça j'allume une lumière. Oui, merci Victor. Alors oui, donc moi j'ai passé 6 mois de terrain dans les 2 refuges que tu as mentionnés. Dans chacun des 2, j'ai travaillé durant 3 mois comme soigneuse bénévole à temps plein. Donc le refuge Groing-Groing dans la Sarthe, un refuge qui a été fondé en 2005 et qui fonctionne en fait selon le principe du sanctuaire, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas proposés à l'adoption. Les animaux qui arrivent au refuge Groing-Groing vont y rester toute leur vie. Un refuge qui compte 7 salariés, dont 4 soigneuses et soigneurs. Il y a maintenant un soigneur pour la première fois depuis quelques jours, et un certain nombre de bénévoles, et donc qui prennent soin d'une centaine d'animaux dits de ferme, donc surtout des cochons, mais également des poules, des vaches, des dindons, des moutons, des chèvres et des équidés. Et donc en Belgique, j'ai passé 3 mois également au refuge Le Rêve d'Abby, un refuge qui a été fondé en 2012 et qui se trouve près de Namur, qui là fonctionne selon le principe du refuge, c'est-à-dire que les animaux sont proposés à l'adoption, même si évidemment les demandes ne sont pas les mêmes pour toutes les espèces. Ce sont surtout les équidés qui sont demandés pour l'adoption, parfois les moutons ou les chèvres. Évidemment que personne ne se presse au portillon pour adopter une vache ou un cochon dit de ferme. Donc un refuge qui compte, je ne sais plus exactement maintenant, mais 3 ou 4 soigneurs et soigneuses salariés avec des bénévoles nombreuses et nombreux, et qui s'occupe également d'une centaine d'animaux, peut-être même un peu plus, qui appartiennent aux mêmes espèces, donc dites de ferme. Et donc, oui, donc les deux refuges sanctuaires sont principalement financés par des dons de particuliers et par les parrainages et marrainages des animaux. Et pour répondre à ta question de la fonction, alors ces 2 refuges-là mettent surtout en avant 2 fonctions, 2 missions, qui sont d'une part une mission de sauvetage des animaux et de sensibilisation du public à travers beaucoup d'actions qui sont organisées au refuge,
Mais je pense qu'il y a une autre fonction qui est extrêmement importante dans la démarche des refuges et sanctuaires, qui est celle de l'expérimentation de relations alternatives avec les animaux dits de ferme, d'essayer de voir comment nos relations peuvent évoluer avec ces animaux dans un monde post-spécisme. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces animaux ne sont plus considérés comme des moyens, mais comme des fins en soi, quand ils ne sont plus considérés comme des biens de production, mais comme des personnes. Et je crois que c'est extrêmement intéressant à ce titre, ce qui se passe aujourd'hui dans les refuges et sanctuaires. À mon tour. Merci pour m'avoir invité justement à discuter des sanctuaires et de rôles. Donc justement, j'ai réfléchi sur les rôles, j'ai trouvé en fait 3 rôles importants. Alors peut-être que je vais commencer à définir mon sanctuaire, puisqu'on va le voir, je pense que tous les sanctuaires, chaque sanctuaire est différent. Et alors déjà, sanctuaire, c'est vrai que c'est la différence des refuges. On ne met pas à l'adoption les animaux, c'est-à-dire que quand les animaux sont sauvés de l'exploitation, ils vivent leur fin de jour dans un endroit qu'on appelle un sanctuaire. Donc le mien, le sanctuaire, je pense qu'il est totalement différent des autres. J'en ai pas vu encore d'autres parce que nous, ça fait 2 ans qu'on accueille chez nous, dans une propriété privée, des animaux qu'on a sauvés de l'abattoir. En fait, l'histoire a commencé quand j'ai fait des vigiles, je sais pas si vous connaissez, avec l'association Animal Save. On a rencontré des éleveurs et on s'est lié d'amitié, entre guillemets, avec ces éleveurs et hello. Et d'ailleurs, voilà, on était en train de... Bref, on a sensibilisé les éleveurs et puis au final, on a pu aller même chez eux pour faire un reportage photo et vidéo pour voir un petit peu qui sont ces gens qui participent à l'exploitation animale. Et suite à ça, alors je vous épargne les détails, mais on a pu en fait en adopter 2, donc sauver 2 agneaux. Et c'est comme ça qu'on a débuté notre sanctuaire. Donc c'était chez nous. Et au bout de quelques années, on a accueilli de plus en plus d'animaux. Et au bout de quelques années, on s'était dit, on crée une association pour officialiser un peu tout ça. Et voilà, l'association est créée il y a 5-6 mois. Et puis voilà, donc on a maintenant une 30aine d'animaux à peu près, surtout moutons, poules. Alors maintenant, pour le rôle des sanctuaires, je pense qu'on peut en définir 3, en tout cas à mon sens. La première, c'est de sauver les individus. Donc ça, c'est sûr que c'est le rôle principal. Un des rôles principaux, c'est de sauver des individus qui vont pouvoir vivre leur fin de jour sans être exploités. La deuxième, c'est la communication. C'est quelque chose qui est ultra important, en tout cas moi, à mon sens. Je communique beaucoup sur le sanctuaire et sur les individus qui y sont. Et je pense que c'est une forme d'activisme. À travers la communication, on peut sensibiliser pour montrer que chaque individu a sa personnalité, que chaque espèce a ses caractéristiques et ses besoins. Voilà, donc c'est de la communication. Et la troisième, je pense que tu en parlais aussi, Lucie, c'est de proposer une alternative à l'exploitation animale. Et souvent, on nous dit oui, mais alors à ce moment-là, si on est vraiment vegan, antispéciste jusqu'au bout, qu'est-ce qui va se passer avec les millions d'animaux qu'on a créés, qu'on a fait naître? Eh bien, à ce moment-là, certainement, il y aura des refuges, des sanctuaires. Et voilà, on peut essayer d'imaginer que les sanctuaires actuels sont des petits îlots en fait d'un futur où on aura éventuellement besoin d'accueillir des millions d'animaux quand on espère l'exploitation animale sera finie, abolie. Voilà, je passe la parole à Joséphine. J'ai mon micro, t'inquiète. Ah, ça marche. Ouais, merci. Alors moi, du coup, le sanctuaire que j'ai étudié, il se situe en Espagne, comme tu l'as dit, mais je préfère ne pas divulguer son nom parce que c'est une recherche qui est encore en cours et mon travail se fonde en partie sur des entretiens sociologiques qui sont confidentiels. Donc voilà, je préfère préserver l'anonymat pour l'instant, tant que mon mémoire n'est pas publié, etc., de la structure et des personnes qui y travaillent. Mais je vais quand même vous le présenter. Du coup, c'est un sanctuaire qui a été créé en 2010, qui au début était un refuge. Je pense qu'on pourra revenir sur cette distinction au cours de la table ronde. Donc, il a été créé par 2 jeunes Espagnols qui ont commencé à recueillir des chiens et qui, en fait, au début, n'étaient pas véganes, ni végétariens, ni antispécistes, mais qu'ils sont devenus très rapidement, en fait. Au bout d'1 an, ils étaient véganes et au bout de 5 ans, ils ont commencé à recueillir des animaux d'autres espèces. Et donc maintenant, c'est un sanctuaire avec environ 500 animaux non humains.
et d'une vingtaine d'espèces différentes, donc majoritairement des moutons, des chèvres, des cochons, des vaches, il y a des taureaux aussi, des ânes, des chevaux, des canards, des chiens, des chats aussi encore, des poules, plein d'animaux différents. Et il est tenu par du coup la femme du couple. Le couple s'est séparé et la femme du coup continue de s'occuper du sanctuaire avec des bénévoles, une petite dizaine qui sont... Il y a 3 statuts de bénévoles. Rapidement, il y a des bénévoles qui sont résidents, mais de manière temporaire, c'est-à-dire qui vivent et qui travaillent sur le lieu du sanctuaire, sur un temps déterminé, quelques semaines ou quelques mois. Donc c'était moi le statut que j'avais quand j'ai commencé à étudier ce sanctuaire. Il y a des volontaires qui sont non résidents et qui sont aussi un peu temporaires. En fait, c'est des gens qui habitent pas très loin du sanctuaire, qui est quand même très excentré par rapport à la ville. Donc c'est des gens qui se déplacent et qui viennent donner un coup de main, mais c'est une forme de volontariat qui est assez faible et très variable. Et sinon, il y a des volontaires dits permanents qui ont décidé de s'installer dans ce sanctuaire. Donc c'est leur lieu de vie et de travail quotidien et définitif normalement. Et donc ça, c'est ce qui m'a le plus intéressée dans mon travail, justement. Et donc parmi ces volontaires permanents, il y a une vétérinaire qui a décidé de s'établir ici, et c'est elle qui prodigue la majorité des soins à destination des animaux. Donc voilà rapidement pour une description du sanctuaire que j'ai étudié. Et sinon sur du coup le rôle des sanctuaires, c'est compliqué, ça appelle un peu directement une réponse assez normative, donc je vais essayer de rester un peu descriptive. Pour moi, le rôle d'un sanctuaire, c'est déjà d'accueillir des animaux qui autrement en fait seraient morts, et donc de les accueillir dans un espace qui est sécurisés, dans lesquels ils sont chéris, ils sont soignés et ils sont considérés comme des individus dignes d'amour et de soins. Et après, sinon, du coup, peut-être d'un point de vue plus normatif, moi j'ai l'impression que le rôle que se donnent les sanctuaires, et en particulier, du coup, je parle par rapport aux sanctuaires que j'ai étudiés, c'est surtout en fait en termes de bien-être animal, c'est d'améliorer le bien-être des animaux. Mais selon en fait la définition officielle du bien-être animal, je pense à celle de l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. C'est la définition avec les 5 critères, l'absence de faim et de soif, l'absence de maladies, de souffrances et de blessures, l'absence d'inconfort. Et il y a aussi la liberté de pouvoir exprimer les comportements normaux de son espèce. Et ça, j'ai l'impression que c'est en fait le rôle des sanctuaires, c'est ça en fait, c'est d'appliquer cette conception du bien-être animal qui est d'abord conçue pour l'élevage en fait, mais qui est vraiment mise en œuvre par les sanctuaires. Et s'il y a bien des institutions qui se donnent ce rôle-là, c'est bien les sanctuaires. Moi, c'est vraiment plutôt sur cet aspect du bien-être animal que j'ai l'impression que c'est vraiment le rôle aussi que les sanctuaires se donnent, disons. Voilà. À toi, Kenzo. Merci. Tout a été dit sur le fait qu'un animal au sanctuaire, c'est une vie qui change. Ça, c'est très vrai. Il faut toujours dire que être sur un sanctuaire pour un animal, ce n'est pas être dans un lieu d'exploitation. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement chez 269 Libération Animale, ça n'a pas tant été le sanctuaire, mais le moyen par lequel les animaux arrivent sur le sanctuaire. À part l'histoire d'Harry que j'ai entendue aujourd'hui, on m'entend bien dans le micro? Ok. On peut retrouver 3 manières, ou alors 4 manières d'arracher les animaux à leur lieu d'exploitation. C'est la saisie par la police, du coup, à partir du bien-être, de la loi sur le bien-être animal telle qu'instituée par l'État. C'est l'achat de l'animal à l'éleveur directement. C'est aussi des animaux trouvés sur la route. Alors là, on a 3 moyens de s'accaparer des animaux, on va dire, de les soustraire à la domination de l'élevage, de l'exploitation, voire de l'abattage.
Il y a une quatrième façon de s'accaparer des animaux, c'est par l'action autonome qui méprise la loi sur le bien-être animal telle qu'elle est instituée aujourd'hui, qui méprise les éleveurs qui veulent vendre leurs animaux plus cher à des sanctuaires ou à des refuges parce qu'en fait, ils les achètent plus cher que dans les abattoirs. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très intéressant et qui est une question qui n'est jamais posée. C'est comment les sanctuaires s'accaparent des animaux. Et pour moi, le rôle des sanctuaires réside notamment, mais en fait, très profondément dans ces questions-là. Mais on aura l'occasion d'en revenir. Je ne vais pas m'étaler davantage maintenant. Est-ce que du coup tu veux nous présenter un tout petit peu plus en détail le sanctuaire de libération de 269 Libération Animale? Ouais. Bon, déjà moi, je vais pas dire que je suis chercheur. Je vais pas dire que j'ai fait des terrains sur le sanctuaire de 269 Libération Animale. C'est pas du tout mes méthodes. C'est pas du tout mes méthodes. Ce qui m'intéresse, c'est la théorie. Et partant de cela, ce qui m'a intéressé chez 269 Libération Animale, c'est pas tant la description de ce qui s'y passe, mais l'explication de ce qui fait que des sanctuaires émergent aujourd'hui et pourquoi un groupe de personnes a décidé en 2015, en 2016 de quitter des associations telles que 269 Life. Bon, ils ont quitté 269 Life, d'ailleurs la marque est toujours sur leur nom, 269 Libération Animale. C'est une fronde qui s'est déroulée à Lyon à l'époque. Et ils ont décidé de quitter ce collectif israélien d'abord parce qu'ils donnaient une prédominance aux luttes animales. Eux ont considéré que c'était une erreur théorique et politique fondamentale, puisqu'en fait ils étaient déjà à l'époque dans une approche intersectionnelle des luttes, et du coup qui comprenaient très bien en fait que les luttes humaines comptent comme les luttes animales. Ça, c'est déjà pour une première partie de la description de 269 Libération Animale. Et ce qui m'a aussi intéressé, outre les moyens qu'ils utilisent pour s'accaparer des animaux, qui sont les actions de libération, qui sont illégales, mais ce n'est pas l'illégalité qui fait l'efficacité de l'action, parce qu'en fait, on pourrait avoir un emploi tout à fait cynique de la loi sur le bien-être animal pour s'accaparer des animaux, ce n'est pas un problème. Mais toutefois, ils critiquent par leur pratique la loi sur le bien-être animal, puisqu'ils la méprisent en disant, en fait, l'état d'exception est la règle générale. C'est-à-dire, lorsque l'État décide, après une affaire juridique, d'aller saisir des animaux chez des propriétaires ou des éleveurs ou quoi que ce soit, parce que les animaux ne seraient pas parce que les propriétaires ne respecteraient pas le bien-être animal dans leur exploitation. En fait, ce qui se passe là, c'est quel que soit l'élevage ou l'abattoir dans lequel vous allez, le respect du bien-être animal n'est pas tenu. Sauf si on parle du bien-être animal tel qu'institué par la loi. Mais si on parle du bien-être animal dans des termes objectifs, sociologiques, etc., il n'est rempli nulle part, dans aucun élevage, dans aucun abattoir. Et d'ailleurs, tous les activistes de 269 Libération Animale qui rentrent dans des élevages ou dans des abattoirs en ressortent avec cette impression et ont bien raison d'ailleurs. Et un troisième point que je pourrais dire sur 269 Libération Animale sur le sanctuaire, c'est il y a différentes façons d'organiser la vie sur le sanctuaire. Eux ont décidé d'organiser un commun où presque tous les animaux, quelle que soit leur espèce d'appartenance, peuvent nouer des relations entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des cochons et des poules qui vivent entre eux, qui dorment ensemble, etc. Il y a des boucs qui décident d'aller vivre avec les moutons à l'écart du commun, etc., etc. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, ils ont aussi refusé dès le début un public. Ils ont refusé d'ouvrir leurs portes à un public, puisqu'ils ne considèrent pas que la sensibilisation d'un quelconque public est une façon d'arriver à la libération des animaux. Et sur ça, on pourra en rediscuter plus longuement.
Ouais, on voit déjà que ça ouvre des perspectives pour envisager la diversité des sanctuaires. Et la question que tu as soulevée sur la provenance des animaux me paraît en effet intéressante. Est-ce que vous pouvez tous les trois, donc Kenzo a dit pour le cas de 269 Libération Animale, pour les autres sanctuaires qui sont concernés, est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent les animaux et est-ce que c'est un objet de réflexion, d'inquiétude éventuellement de la part des personnes qui gèrent les sanctuaires ? Oui, donc je me permets effectivement, c'est un point important. Alors, ni au refuge Groing-Groing, ni au Rêve d'Abi, les animaux ne sont achetés aux éleveurs, hein, dans aucun de ces deux refuges, et certainement que c'est le cas, il me semble, dans la plupart des refuges. Les animaux ont été le plus souvent trouvés errants sur la voie publique, après s'être échappés d'un élevage, plus rarement d'un abattoir, ou parfois après avoir été abandonnés par des particuliers. On trouve parfois comme ça des chèvres en forêt, comme si elles avaient un espoir de redevenir sauvages en étant abandonnés dans ces conditions. Il y a effectivement des animaux qui arrivent au refuge après avoir été saisis dans des élevages par les autorités, donc suite à des faits de négligence ou de maltraitance. Et puis, il y a aussi des cas d'abandon volontaire, c'est rare encore, hein, mais de la part d'éleveurs. Il y a au refuge Groing-Groing un cochon que j'aime beaucoup qui s'appelle Eston et qui est bien sûr un peu devenu une star parce qu'Eston a véganisé ses éleveurs. Eston est un cochon tellement attachant que ces éleveurs ont décidé de mettre un terme à leur activité d'élevage, sont devenus véganes et ont confié Eston au refuge. Donc évidemment que c'est une histoire qu'on aimerait voir se produire plus souvent. Voilà pour les modalités de l'arrivée des animaux dans les deux sanctuaires que j'ai ethnographiés en tout cas. Et ça me fait penser que Harry, tu m'avais raconté une histoire très similaire sur le fait que tu avais trouvé auprès d'éleveurs les animaux que tu en avais sauvés devant l'abattoir en fait. C'est ça, les deux premiers agneaux qu'on a pu sauver, c'est des deux éleveurs qui nous ont laissé en fait les agneaux justement devant l'abattoir. Donc il y avait vraiment un phénomène super symbolique puisque c'était devant l'abattoir de Meaux, à côté de Paris, qu'on a pu justement sauver ces agneaux. Je ne sais pas si c'est une volonté de ta part, Kenzo, d'utiliser le mot accaparer, puisqu'on parle souvent du terme sauver, et je t'entends beaucoup dire accaparer. C'est vrai que c'est une notion, en tout cas, super importante pour nous quand on dit sauver, puisque à la base, ils sont destinés à aller à l'abattoir. Donc tous les animaux qu'on sauve sont destinés à aller à l'abattoir. Alors c'est vrai qu'il y a différentes façons de les sauver. Il y a le fait d'en acheter et malheureusement il y a des refuges qui le font, et je dis malheureusement parce que je pense pas du tout partie de cette table ronde, des valeurs de cette table ronde. D'ailleurs j'ai envie de mentionner aussi un collectif ou un réseau qui s'appelle le réseau des refuges animalistes, où en gros, alors c'est tout nouveau et on est super content d'en faire partie justement avec le refuge Groing-Groing entre autres. C'est un réseau qui respecte une charte parmi tous les refuges et les sanctuaires animalistes. Et dans cette charte, on a différents points qui nous semblent, en tout cas, qui font partie, je pense, des valeurs antispécistes. Et notamment de ne pas acheter des animaux pour éviter d'alimenter le système, puisque quand on achète, les éleveurs ou les exploitants utilisent cet argent pour faire d'autres choses. Il y a aussi le fait de ne pas faire naître aussi au sein du refuge ou du sanctuaire, ne pas faire naître d'animaux. Et ça fait partie de la charte et des choses importantes et des valeurs qu'on essaie de mettre en place. Donc du coup, on est pour la castration. Et voilà, ça va pour le bien, on pense en tout cas pour des animaux et de leur espèce. Voilà, est-ce que ça répond à la question ? Complètement. Ouais. Joséphine, est-ce que tu veux nous dire pour le sanctuaire que tu avais observé ? Oui, alors le sanctuaire du coup, que j'ai observé, il se situe en Andalousie. C'est la région d'Espagne où il y a le plus haut taux de maltraitance animale, telle qu'elle est mesurée par la police espagnole en fait. Et c'est aussi du coup une des régions d'Europe où il y a le plus de maltraitance animale. C'est aussi pour ça qu'on retrouve pas mal de chiens et de chats, d'animaux domestiques parmi les animaux non humains qui sont les habitants du sanctuaire. Donc voilà, il y a beaucoup d'animaux de chiens et de chats qui viennent par abandon, qui sont récupérés dans des chenils où ça se passe pas bien, notamment dans des chenils où ils auraient pu être euthanasiés, etc. Et concernant les animaux dits de rente, il y en a quelques-uns qui
je pense notamment à des cochons qui sont tombés du camion qui les emmenait à l'abattoir, donc qui ont doublement des séquelles en fait de leur exploitation, avec justement des accidents de la route en fait assez impressionnants. Et sinon, il y a aussi pas mal d'animaux qui viennent d'un ancien sanctuaire, donc qui a été récupéré suite au décès du propriétaire du sanctuaire. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'animaux dans ce sanctuaire, à peu près 500. De base, c'était pas, la propriétaire du sanctuaire voulait pas avoir autant d'animaux, mais voilà, il s'avère qu'elle a dû aussi en récupérer d'un ancien sanctuaire. Tu viens de parler de séquelles de leur exploitation. Ça fait une transition parfaite pour un point que je voulais traiter, et c'est la question que je disais en intro. Est-ce que les sanctuaires sont ce paradis antispéciste, sont cette bulle séparée, coupée du monde spéciste alentour qu'on imagine et qu'on souhaite qu'il soit? Mais en fait, on voit rapidement, dès qu'on commence à creuser, que c'est difficile de se couper d'une société qui définit les lois et qui est basée complètement sur l'exploitation animale. Je crois que Lucie, tu me parlais du fait que souvent les animaux portent en fait les stigmates et qu'on ne peut pas prendre soin de ces animaux et gérer le sanctuaire qui les habite sans prendre en considération, en fait, ne serait-ce que pour les soins à leur apporter ces questions des stigmates de l'élevage. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que les animaux des refuges, les animaux habitants des refuges et sanctuaires sont souvent des animaux avec d'importants problèmes de santé et de handicap, puisqu'il faut savoir que ces animaux appartiennent à des espèces qui sont issues d'une très forte sélection génétique pour la production, pour maximiser la production de viande, d'œufs, de produits laitiers. Et donc des animaux qui ont été sélectionnés génétiquement pour grossir le plus possible dans le moins de temps possible et d'être abattus à un âge précoce. Donc évidemment que quand ils ont la possibilité de vivre plus longtemps, ils développent souvent un certain nombre de pathologies. C'est notamment le cas des poulets dits de chair qui deviennent rapidement, qui sont normalement abattus à l'âge de 35 jours et qui, lorsqu'ils peuvent vivre plus longtemps, deviennent rapidement trop lourds pour leurs pattes et pour leurs organes internes. C'est le cas des cochons aussi qui sont abattus à l'âge de 6 mois. En moyenne en production intensive, mais 95% de la production de cochons se fait dans un contexte intensif, et qui, lorsqu'ils peuvent vivre plus longtemps, développent un certain nombre de pathologies. Alors ce qui est intéressant, c'est que les refuges, c'est notamment le cas du refuge Groing-Groing, qui a assez bien assuré sa pérennité maintenant, un refuge qui s'est beaucoup développé, peut commencer aussi à aller plus loin en matière de soins. Je pense notamment au fait qu'au refuge Groing-Groing, un protocole de soins développé par le refuge Woodstock Farm Sanctuary aux États-Unis. Donc ce protocole a été appliqué au refuge. C'est un protocole de bain et de bandage de pattes des coqs qui ont permis d'améliorer beaucoup leur qualité de vie et la durée également de la vie de ces coqs. Donc en fait, les refuges peuvent aussi devenir des lieux d'innovation en matière de soins vétérinaires, puisqu'il faut savoir que même les vétérinaires spécialisés dans les animaux dits de rente sont parfois démunis face aux pathologies de ces animaux, puisqu'ils rencontrent en fait rarement de vieux animaux de ferme. Ça n'est pas censé exister de vieux animaux de ferme, puisque précisément on ne les laisse pas devenir vieux. Donc voilà, dans les refuges qui peuvent collaborer avec des vétérinaires, et tu mentionnais le cas de ce sanctuaire, c'est extrêmement intéressant parce que ça va pouvoir permettre de développer des protocoles de soins innovants. J'ai l'impression qu'un autre élément de perpétuation du spécisme dans les sanctuaires, c'est peut-être leur statut de propriété qui est conservé. Et Harry, tu me parlais de ça, je crois, au téléphone quand on s'était appelé. Ouais. De propriété, tu veux dire de propriété des animaux ou du propriété? C'est-à-dire qu'il leur faut un propriétaire pour pouvoir avoir un statut juridique. Oui, c'est vrai qu'on parlait de ça justement dans la préparation de la table ronde. C'est que quand on est un sanctuaire, on est un petit peu dans des lois différentes. Je prends l'exemple de quand on met en place un sanctuaire, d'ailleurs même en tant qu'individu, en tant que particulier, si on a des animaux dits d'élevage, on est obligé par exemple de déclarer ces animaux auprès de la DGSCPP. Et ça veut dire que dans chaque commune, chaque département,
on est obligé de dire, voilà, à partir de un mouton ou un bovin, un ovin, on est obligé de déclarer, ou à partir de 40 ou 50 poules, quelque chose comme ça. Donc, quand on fait ces déclarations, on est considéré en tant qu'éleveur ou éleveuse. Et là, c'est assez intéressant parce que quand on déclare, on est obligé de mettre dans des cases, dans les papiers, voilà, qu'on a ces animaux d'élevage, mais il n'y a pas la case sanctuaire, en fait. Donc, voilà, et on déclare aussi un bien, c'est peut-être ça que tu veux préciser, c'est que c'est nos biens, en fait, et c'est à nous, et en tant que biens animaux, enfin, on est obligé de faire ce genre de choses comme n'importe quel éleveur le ferait. Je voulais revenir peut-être sur ce que tu disais sur le fait, moi j'aime bien, alors c'est un terme qui peut un peu choquer, mais moi j'aime bien dire qu'on est en train de réparer les pots cassés de l'humanité. Alors ça peut peut-être un peu être provocateur de dire ça, parce que quand je dis les pots cassés, ça veut dire qu'on a sélectionné des espèces pour arriver à ce que des espèces produisent ce que nous, en tant qu'humains et humaines, on veut. Donc là, je prends l'exemple des moutons parce qu'on a des moutons à la maison. Et voilà, enfin, les moutons ne sont absolument plus naturels dans le sens, si on les laisse dans l'état naturel, ils ne pourraient plus vivre convenablement puisque le mouton fournit énormément de laine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on tond. Alors, quand tu as donné l'exemple, Lucie, des animaux qui grandissent très vite et donc ils ont des articulations compliquées, et c'est vrai que ça, c'est très parlant. Mais tous les animaux d'élevage sont finalement des animaux qu'on a sélectionnés et qu'on est obligé d'assumer en tant qu'humain et humaine, d'avoir créé ces espèces. Donc voilà, je prends l'exemple du mouton qui est obligé d'être tondu 1 à 2 fois par an parce que sinon ils n'arriveraient pas à retirer leur laine, puisque naturellement les animaux retirent leur laine à chaque saison dès qu'il fait chaud, et on les voit frotter contre les arbres ou contre ce qu'ils peuvent pour retirer cette laine, mais ils peuvent pas. Donc on est obligé d'être là et pas forcément de soigner, mais de prévenir en fait voilà, ces choses-là. Pareil pour les onglons, en fait. Les onglons, c'est les ongles des moutons qu'on est obligé de couper, puisque à la base, le mouton, c'est descendant d'un mouflon. C'est un animal qui vit dans les montagnes, dans les sols un peu rocailleux. Et donc, quand ils vivent ici, chez nous, dans un climat continental, où la terre est trop humide, les onglons poussent, ça génère des problèmes d'articulation, ça génère des problèmes de bactéries qui se mettent aussi dans leurs pattes. Donc voilà, on est obligé de prendre soin de ces espèces que nous-mêmes avons créées. Kenzo, est-ce que c'est quelque chose qui travaille aussi le collectif de 6-9 Libération Animale, cette question de la potentielle perpétuation du spécisme au sein du lieu qui accueille tous les animaux ? L'exploitation des animaux, elle n'est pas que relationnelle, elle ne se passe pas que dans les lieux d'exploitation, elle peut très bien se passer en dehors. Tant que le corps exploité sort du lieu d'exploitation, l'exploitation continue en fait. Les animaux qui sont dans... C'est pour ça que je dis s'accaparer, pas sauver. Premièrement parce que les animaux peuvent se sauver eux-mêmes. Les animaux dans les abattoirs, dans les élevages, dans les cirques, etc. résistent, et lorsqu'ils ont l'opportunité, voire lorsqu'ils se créent eux-mêmes l'opportunité, ils fuient. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le sanctuaire est toujours... une place dans un sanctuaire est toujours une victoire pour les animaux, parce qu'un animal qui fuit son lieu d'exploitation est toujours une victoire. C'est pour ça que j'utilise le terme s'accaparer, mais aussi pour montrer la réalité de ce que l'on fait à partir du moment où on va chercher des animaux et on les déplace. Parce que c'est un accaparement, c'est un déplacement forcé, l'animal n'a rien demandé en vérité, il faut savoir le dire. C'est pas problématique en soi, mais il faut savoir le dire, il ne faut pas se cacher. En fait, on peut aller dire qu'on va prendre des animaux aux éleveurs parce que l'on considère, avec objectivité, que les conditions matérielles d'existence de ces animaux-là sont insupportables. C'est pour ça que j'utilise le terme s'accaparer. Et le sanctuaire de 6-9 Libération Animale, à mon avis, comme tous les sanctuaires en fait, font la découverte à un moment donné que les animaux en fait ne sont plus naturels. Bon,
Je pense qu'ils sont jamais naturels de toute façon, mais en tout cas là, ce que l'on voit avec nos yeux, c'est que ces animaux-là sont mutilés, ils sont issus de sélections génétiques qui datent depuis plusieurs décennies, qui sont pensés, qui sont réfléchis sans aucun égard par rapport à leur corps, à leur vie, à leur santé. Il suffit d'écouter Raymond Février, qui était le directeur de l'INRA dans les années 80 et qui a lancé comme ça l'industrialisation de l'élevage et la sélection génétique et la modification génétique. Il est dans la droite ligne en fait de ce que l'INRA fait toujours aujourd'hui de toute façon. Et les administrateurs de sanctuaires le voient ça à un moment donné, bien qu'au début on peut penser qu'on ouvre un lieu paradisiaque. En fait, on se rend compte que c'est pas le cas, que les animaux meurent très rapidement pour certains et que pour d'autres meurent très lentement et que c'est très très dur en fait de mourir lentement pour des animaux qui sont mutilés, qui connaissent la paralysie, qui devient de plus en plus dur chaque jour, et les animaux finissent paralysés parfois au bout de 2 ans de bataille contre son corps mutilé et exploité. Et c'est en cela que les sanctuaires doivent toujours comprendre que les corps, qu'ils soient humains ou non humains, sont historiquement et socialement déterminés par leur place dans le monde, quoi. Et peut-être, Joséphine, quand tu parlais, Kenzo, et moi j'en parlais aussi au début, de lieux paradisiaques qu'on peut s'imaginer que les sanctuaires seraient, c'est pas seulement par rapport à la question du spécisme et des animaux non humains qui sont accueillis, c'est aussi par rapport aux animaux humains qui sont sur ce lieu et qui peuvent, elles-mêmes aussi, vivre des formes d'exploitation. Et c'est quelque chose dont tu as parlé et que tu as étudié dans ton mémoire, c'est les formes de travail gratuit qui se développent et qui existent en fait dans les sanctuaires et qui font aussi que c'est peut-être pas un tel paradis qu'on pourrait s'imaginer. Alors, oui. Après, tu peux d'abord rebondir sur cette idée. C'est ce que j'entendais en fait quand je précisais que le rôle d'un sanctuaire, c'était vraiment cette considération au pied de la lettre de la définition du bien-être animal. C'est vraiment de le prendre. C'est le bien-être pour les animaux eux-mêmes, pas dans le but de faire des individus justement qui sont sanitairement consommables. Il y a vraiment tout cet enjeu-là. Et concernant les animaux humains qui sont accueillis dans ces sanctuaires, alors moi j'ai travaillé sur les formes de travail gratuit, plutôt sur l'invisibilisation du travail, justement au nom de la cause animale. Après, les bénévoles qui travaillaient dans ce sanctuaire étaient très contents d'y être, et c'était aussi pour eux une manière de concrétiser leur engagement pour les animaux. Je ne sais pas si tu peux repréciser ta question. Oui, ce serait délicat de dire qu'ils sont eux-mêmes exploités ou que c'est pas aussi idyllique, parce qu'il y a beaucoup de travail difficile en fait dans les sanctuaires. Il y a en fait beaucoup de souffrances, y compris humaines, du fait peut-être de pas y arriver, en fait, de pas être à la hauteur, de pas jamais savoir s'il faut accueillir un animal de plus au risque de moins prendre soin de ceux qui sont déjà présents. J'imagine que ça cause aussi des souffrances psychologiques. Oui, énormément. Ça, justement, c'est un aspect qui est assez intéressant. Il y a une forme d'usure aussi parmi les bénévoles que j'ai pu rencontrer, notamment liées aux conditions de vie qui sont particulièrement difficiles dans le sanctuaire que j'ai étudié. Il y a un manque de ressources, notamment économiques, qui est drastique. Du coup, avec des conditions de vie qui sont difficiles. Il n'y a pas d'eau courante toute la journée, il n'y a pas d'électricité toute la journée, seulement pendant les heures de travail. Justement pour pouvoir donner de l'eau aux animaux notamment. Donc c'est des conditions qui sont compliquées, et donc en fait le fait que justement ça soit du travail bénévole fait que les bénévoles vivent au sanctuaire sur leurs ressources précédentes, tout ce qui peut créer en fait des départs précipités de bénévoles qui voudraient bien continuer à travailler au sanctuaire mais qui n'ont plus d'argent pour payer de l'essence ou même la nourriture dont ils auraient envie. Et donc en fait, qui doivent quitter le sanctuaire pour pouvoir s'employer ailleurs. Donc ça crée des départs précipités. Et en termes de santé mentale, il y a aussi, c'est quand même assez compliqué, notamment pour du coup la propriétaire du sanctuaire,
justement lié à une main-d'œuvre qui n'est pas forcément très. Enfin, qui bouge beaucoup, la peur de ne pas pouvoir s'occuper de tous les animaux, des contraintes économiques très fortes. Alors justement, parlons de ces contraintes économiques. C'est quelque chose dont on parle peut-être pas suffisamment, c'est que les sanctuaires ont un coût. Prendre soin des animaux qui portent encore les stigmates de l'élevage a un coût, et c'est quelque chose à quoi sont confrontés au quotidien les personnes qui ont à prendre soin des animaux. C'est ça, Harry ? Oui, c'est ça. En fait, là, je pense qu'on parle surtout de tous les aspects négatifs des sanctuaires parce qu'il y a énormément de désillusions. Je pense que c'est comme dans n'importe quelle association, quand on veut faire quelque chose de bien, qu'on considère de bien pour les animaux humains ou même non humains ou même humains, j'allais dire, parce que ça va aussi pour les humains, je pense. Quand on veut faire quelque chose de bien, bah, finalement, on a plein de désillusions. L'aspect économique, c'est un des aspects les plus flagrants parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de coûts auxquels on n'y avait pas pensé. Alors, le premier coût pour moi qui a été le plus cher et le plus conséquent, c'était les clôtures. Alors tout simplement, faut faire des clôtures, et en plus de ça, il y a différents types de clôtures parce que les poules, je vous raconte pas les poules comment c'est compliqué, beaucoup plus que les moutons, parce que les poules, faut préserver, enfin protéger contre les attaques de renards, de rats ou de fouines. Et aussi en hauteur parce que voilà, ça peut aussi arriver d'en bas et d'au-dessus de la clôture. Et voilà, les poules aussi, elles sautent très haut et elles veulent parfois découvrir d'autres espaces, donc il faudrait aussi les protéger à ce niveau-là. Donc voilà, les clôtures, les soins vétérinaires, la nourriture, voilà, là je vous ai dit, mais je pourrais en faire une liste énorme. Donc ça, c'est l'aspect économique. Il y a l'aspect aussi sentimental. Je pense que c'est un des aspects les plus importants parce que le côté émotionnel, quand on commence à mettre en place un refuge, on a envie de sauver tout plein d'individus, plein d'animaux. On a énormément de demandes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, je pense que le refuge Coin-Grand, ça doit être tous les jours. C'est des dizaines de demandes qui nous sont envoyées avec des bébés ou des photos un peu toutes mignonnes pour nous mettre des sentiments en disant voilà, c'est urgent, il faut absolument sauver ces bébés. On est obligé de dire non. J'en parlais avec Caroline justement du refuge Coin-Grand. C'est tous les jours qu'on refuse de sauver de nouveaux individus. Donc voilà, ça, je pense que l'aspect sentimental, je dis sentimental, mais émotionnel, c'est super important parce que si on accepte trop, à ce moment-là, on n'a plus assez d'argent et on n'a plus assez d'énergie. Et je pense que c'est ce qui se ressent dans certains sanctuaires, malheureusement. C'est vrai que quand on parle de petits paradis, en tout cas moi, je parle de petits paradis pour le mien, parce que vraiment on met en place des choses step by step. Si celles et ceux qui nous écoutent sont intéressés pour mettre en place un refuge, et d'ailleurs c'est extraordinaire, vraiment, je vous invite à le faire, mais vraiment imaginez qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de l'argent. Et surtout, un conseil, c'est de faire les choses step by step. Voilà, peut-être sauver 1 ou 2 individus et ensuite, petit à petit, et prendre le temps de voir que chaque espèce a ses besoins, ses caractéristiques en termes de conditions d'accueil. Lucie, si tu veux enchaîner, je t'en prie. Oui, je voulais peut-être juste réagir effectivement sur ce point de l'aspect financier. Je ne sais pas s'il fonctionne. Ouais, oui. Où effectivement, je crois que... Alors en même temps que ça, je rebondis aussi sur une chose que disait Joséphine. Il me semble qu'en tout cas dans les 2 sanctuaires auxquels je me suis intéressée, l'objectif est justement d'aller encore beaucoup plus loin que les critères de bien-être qui sont les recommandations faites aux élevages. Aussi parce que ce sont 2 refuges qui arrivent à garantir aux animaux un niveau important de soins. Quand une poule a besoin d'un scanner, les soigneuses du refuge Coin-Grand font 2 heures de route pour l'emmener passer son scanner. Pour donner un autre exemple aussi de soins de santé onéreux, les poules dites pondeuses, en fait, qui sont au refuge Coin-Grand, les soigneuses se sont rendues compte que, en fait, pondre un œuf par jour pour une poule, c'est extrêmement délétère pour sa santé. C'est quelque chose qui est aussi issu d'une sélection génétique. Aucun oiseau dans la nature ne pond un œuf par jour. Donc même les poules de réforme qui sont secourues, qui arrivent au refuge, souvent développent de graves infections de l'appareil reproducteur. Et donc pour supprimer la ponte, eh bien les poules maintenant ont un implant contraceptif. Mais c'est un dispositif qui coûte très cher, qu'il faut changer régulièrement. Donc voilà, c'est un niveau de soins et de bien-être qui va au-delà encore même des recommandations et qui du coup est extrêmement onéreux. Et peut-être par rapport à ce que tu disais, les refuges sont-ils ou non un paradis, je pense qu'il
ils ne prétendent pas l'être, qu'il faut se garder évidemment de les idéaliser, puisque ce sont finalement des refuges qui se donnent une mission très très ambitieuse, hein, qui est de développer un endroit antispéciste, une mise en acte, une mise en pratique finalement, hein, de l'antispécisme, avec toutes les difficultés que ça comporte dans un monde où le spécisme est partout ailleurs la norme. Et donc, alors je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, il y aura peut-être d'autres questions qui viendront après, mais des travaux de Sue Donaldson et Will Kymlicka qui se sont intéressés justement aux limites rencontrées par les refuges et sanctuaires, qui sont en fait un peu les mêmes que dans tout ce qu'on appelle en sociologie les institutions totales. Donc je ne vais pas rentrer dans des grands, mais c'est un concept développé par un sociologue qui s'appelle Erving Goffman, pour définir finalement les lieux qui prennent en charge la totalité des aspects de la vie des animaux, dans le cas des refuges, ou des humains. Comme les prisons, en fait. C'est le cas des prisons, c'est le cas des hôpitaux, c'est le cas des EHPAD, c'est le cas de... Et ce qui caractérise finalement ces institutions, c'est d'être toujours dans ce dilemme finalement entre garantir la sécurité des résidents sans empiéter sur leur liberté et sur leur capacité d'agir. Parce qu'au-delà de la notion de bien-être, il me semble que dans les refuges, alors même si les personnes que j'ai rencontrées dans les refuges n'utilisent pas forcément ce mot, j'ai l'impression que ce qui est visé, c'est davantage que le bien-être, c'est l'agentivité. Alors ça, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Donc, pour oui. rester un tout petit moment sur la question des coûts très élevés qu'a la gestion et les soins des animaux, est-ce que ça implique différents types de modèles économiques? Et notamment, j'ai l'impression qu'un des modèles économiques, c'est celui de fonctionner beaucoup sur les dons, et donc de devoir aussi fonctionner beaucoup sur la communication. C'est ce que fait Groing-Groing, il me semble, avec beaucoup de succès. C'est un des refuges et sanctuaires les plus connus en France, avec beaucoup de photos des animaux. Tu parlais, Harry, du fait d'envoyer des photos mignonnes pour encourager les dons. Kenzo, est-ce que c'est ce modèle-là qu'a choisi 269 Libération Animale? Et il me semble que tu me disais être plutôt critique de ce modèle économique-là, qui peut-être risque d'instrumentaliser en fait les animaux en les utilisant en quelque sorte pour obtenir de l'argent, mais qui est nécessaire à leurs soins. C'est tout le problème de faire avec le monde dans lequel on est. Je veux dire, si c'était possible de trouver de l'argent pour les sanctuaires sans devoir faire des beaux posts sur les réseaux sociaux, sans devoir faire des photos mignonnes, etc., ça se saurait, il n'y aurait plus de photos mignonnes sur Instagram, en tout cas pas des sanctuaires. Parce qu'en fait, dans le sanctuaire, les humains mangent la boue. En tout cas, dans le nord de la France, 9 mois sur 12, certains sanctuaires n'ont ni eau, ni électricité. Voilà. Et surtout lorsque ce sont des sanctuaires qui s'opposent à l'État, qui s'opposent fermement à l'élevage, comme le sanctuaire de 269 Libération Animale, qui a des problèmes judiciaires avec le maire de la ville. Voilà, la région leur a refusé l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Du coup, ils ne basent ils n'ont pas non plus de subvention de l'État. Et du coup, ils basent leur système économique, comme la plupart des sanctuaires, sur les dons. Et c'est un problème puisqu'il s'agit alors, de toute façon pour tous les sanctuaires et pour tous les collectifs, dès que l'on est dépendant de son public, dès que l'on est dépendant économiquement de ses sympathisants, et d'autant plus lorsque ce sont des animaux qui sont dépendants de ces dons et que les administrateurs sont prêts à tout pour ces animaux, il y a une production d'un texte public sur ce qu'il se passe et sur la fonction du sanctuaire qui est en décalage par rapport à la vérité du sanctuaire, c'est-à-dire qu'à la place de dire ce qu'il se passe vraiment, de dire que les animaux continuent à souffrir, de dire que les animaux en fait se paralysent, de donner les mauvaises nouvelles, de dire qui meurt, vraiment d'être transparent avec ce qu'il se passe et que l'on puisse prendre la mesure de ce qu'est un animal qui sort d'un lieu d'exploitation et du coup de ce qu'est la condition d'un animal dans les lieux d'exploitation, parce qu'on oublie quand même, je pense qu'on a vu les missions des sanctuaires ici, les buts des sanctuaires. Quand même pour moi l'un des buts d'un sanctuaire, c'est de se sentir visé par ce qu'il s'est passé avant.
Il n'y a pas que vers l'avenir que l'on regarde, il y a aussi ce qu'il s'est passé avant. Les animaux qui sont sur les sanctuaires ne sont pas des animaux qui sortent de terre, hein. Ce sont des animaux qui sortent de lieux d'exploitation, qui ont été construits par ces lieux, etc. Et du coup, il y a une production d'un texte public qui cache en fait ce qui se passe dans les sanctuaires, qui occulte ce qui se passe dans les sanctuaires, pas forcément de manière intentionnelle, de manière manipulatrice, etc. Mais je veux dire, il faut ce qu'il faut, quoi. Et vaut mieux peut-être mentir à son public et pouvoir soigner les animaux que ne pas mentir à son public et perdre tous ses sympathisants, parce qu'en fait, les sympathisants donnent de l'argent à ce qui est positif. Et si les sympathisants commencent à se dire non, mais ce qui se passe dans les sanctuaires, c'est horrible, alors qu'en fait, c'est pas du tout à cause des administrateurs ni à cause des sanctuaires, c'est à cause de ce qui s'est passé avant, justement, on perd, enfin, les sanctuaires perdent les dons. Et voilà, c'est pour ça que je critique ça. C'est dans le sens où ça fait perdre une part de vérité de ce qui se passe dans les sanctuaires, dans le texte public qui est produit par les administrateurs de sanctuaires. Est-ce que tu te bases sur des sanctuaires que tu connais qui sont comme ça, enfin qui communiquent comme ça? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit notre cas. J'ai même l'impression, excuse-moi d'intervenir parce que ça me parle, j'ai l'impression que au contraire on est plus transparent et plus on parle aussi de la misère entre guillemets, enfin des problèmes de soins, problèmes d'argent parce qu'on n'arrive pas à soigner de telle ou telle manière certains individus. Au contraire, ça touche aussi. Il n'y a pas que la mignonnerie qui peut faire arriver des dons. Il y a aussi la misère des animaux qui vont toucher les cœurs des gens pour donner un peu plus. Ben moi j'ai pas les preuves de ça en tout cas. Peut-être d'abord Joséphine et ensuite Lucie, tu pourras rebondir. Je pense que c'est très rapide, mais moi justement dans le sanctuaire que j'ai pu étudier, j'ai fait une petite analyse justement sur Instagram, qui est un réseau social très utilisé par le sanctuaire en question. Et en fait, les posts qui recueillent le plus de commentaires, de j'aime et qui renvoient le plus en fait au Utip, Teaming, tous les moyens en fait de donner de l'argent, c'est les posts qui montrent des animaux qui sont malades, qui sont handicapés, ou alors même les posts qui annoncent des décès. En fait, c'est vraiment ceux aussi. C'est des moments aussi un peu dramatiques où justement il y a de la solidarité encore plus que d'habitude. Oui, je voulais c'est super intéressant de préciser ça effectivement, et pour répondre à Kenzo, j'ai vraiment pas du tout le sentiment que la souffrance des animaux dans les deux refuges dont je parle soit occultée. Alors elle n'est pas forcément relayée quotidiennement par des posts glauques sur les réseaux sociaux où on montrerait tout le temps que l'aspect de la souffrance, mais justement tout l'objectif de la sensibilisation, des visites, des interventions même pour les publics scolaires, c'est d'arriver à montrer à quoi ces animaux ont survécu, à quoi ils ont réchappé, et tout ce que malheureusement vont devoir endurer ceux qui se trouvent encore dans les élevages. Au refuge Grand-Groin, il y a également une cage les cages de gestation qui sont utilisées pour les truies, qui est exposée pour qu'on voit quel est l'enfer que vivent les truies dans l'élevage intensif. Je crois qu'au contraire, justement, et c'est tout l'objectif de la sensibilisation, c'est à la fois permettre de rencontrer les animaux, de parler aussi des belles histoires et des animaux qui vont mieux et qui arrivent à avoir une vie qui nous semble être et qu'on espère être assez jolie et épanouie maintenant, mais également ça n'a aucun sens si on occulte et qu'on dissimule les conditions de vie des animaux dans les élevages. Je vais enchaîner pour parler d'une question plus générale qui se pose face au coût assez élevé en fait, de la gestion des sanctuaires. C'est la question de leur efficacité stratégique quand elle est replacée plus largement dans la lutte contre le spécisme. En fait. Et c'est des critiques qu'on a entendues assez récemment dans le milieu antispéciste, celle de l'efficacité stratégique, de l'opportunité d'investir beaucoup d'argent dans des sanctuaires qui sauvent quelques animaux d'une machine qui ne s'arrête pas, en fait. C'est comme si, je crois que l'image qui avait été utilisée dans cette critique-là, c'était de sauver quelques gouttes alors que le robinet est toujours ouvert.
Et c'est un peu ça l'impression que ça donne les sanctuaires, c'est que en fait on sauve des animaux, mais tant qu'on n'arrête pas la machine, quelle utilité ça a réellement? Est-ce qu'il ne faut pas investir tout l'argent, peut-être pas tout, mais je veux dire une partie de l'argent ou plus d'argent que ne l'est fait en ce moment, dans des façons d'arrêter le système spéciste, d'arrêter l'élevage, plutôt que d'essayer de sauver quelques individus qui ont été créés et exploités par ce système? C'est une question difficile, hein, j'en ai conscience. C'est une question très difficile. Est-ce que je peux prendre la parole du coup? Ouais, c'est une question difficile, on se l'est tous et toutes posée, j'imagine. Après, il y a quelque chose qui est un peu triste peut-être, mais il y a un fait qui est là, c'est que s'il y a de l'argent, c'est parce que les gens donnent de l'argent aux sanctuaires. Et c'est peut-être un peu triste à dire, mais les gens donnent plus d'argent à des sanctuaires et des refuges qu'à d'autres associations qui vont faire par exemple des actions directes ou qui vont faire d'autres actions. Voilà. Et c'est vrai que c'est un fait. Je pense que peut-être ils sont plus sensibilisés parce qu'on se focalise sur des individus sauvés, donc on se dit ah bah tiens, cet individu-là, ça m'a sensibilisé, donc du coup je vais donner de l'argent. Et du fait qu'il y a de l'argent, donc c'est que ça fonctionne et donc les refuges communiquent et donc voilà, ça en fait partie. Je pense qu'on utilise les rouages d'un système qui est le système capitaliste pour pouvoir récolter des dons, de l'argent et ensuite faire ce qu'on imagine être le mieux pour la cause. Comme on disait au début, chaque sanctuaire est différent. Donc je vais parler pour moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Donc pour mon cas, nous c'est que en fonds propres quasiment. Je dis quasiment parce qu'à quelques dizaines d'euros, on est quasiment que à nos fonds propres. C'était une volonté de notre part, avec mon mari, c'était une volonté de notre part de mettre en place ce sanctuaire chez nous. Et au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'il y a plein de personnes qui veulent participer au sanctuaire financièrement et même matériellement. Donc on s'est dit on va officialiser ça enfin. Donc finalement, la communication que je fais, elle n'est pas vraiment pour faire des dons, même si j'ai un compte Helloasso, mais la communication que je fais, elle est surtout par militantisme. Et je pense qu'il y a un mélange de ça. Il y a un mélange de sanctuaires qui veulent récolter le plus de dons pour pouvoir mettre en place ce qu'ils veulent dans leur sanctuaire. Et il y a un mélange aussi de communication activiste, une vraie communication avec des valeurs anti-spé. Je reprends encore pour citer ce réseau de refuges anti-spé. Je pense qu'on est tous pareils dans ce réseau. Quand on communique vraiment pour sensibiliser et avec une vraie communication militante. Voilà, on montre qu'il y a des saisies avec des animaux qui ont été torturés. Donc là, on montre. Enfin, on veut être au contraire super transparent pour ça. Et alors, je vais prendre l'exemple. Tu parlais très bien c'est des animaux malades ou mourants qui ont le plus de vues. Alors moi, j'ai un exemple, mais absolument flagrant. Le réel que j'ai posté sur Instagram, qui a fait le plus de vues, là, on est monté à 60K. C'est une poule qui est malheureusement décédée. Et en fait, elle était super malade. On l'a amenée chez le vétérinaire. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Là, dans ma tête, je me suis dit vas-y, je fais une vidéo et je vais montrer un petit peu à la communauté ce qui se passe. Cette vidéo-là, encore aujourd'hui, il y a une tonne de likes et de commentaires. Tous les jours, j'ai des commentaires et je réponds avec soit des commentaires d'amour ou des commentaires un peu haineux, mais ça c'est normal. Et donc voilà, j'ai montré que cette poule, elle était malade, on l'a amenée chez le vétérinaire, finalement elle a pas passé la nuit, et ça a sensibilisé. Il y a même des gens qui m'ont dit voilà, j'ai pleuré face à votre vidéo. J'ai même dans mon entourage, par exemple de la famille très proche, qui en ont rien à faire en fait de mon militantisme, qui m'ont envoyé un message en direct en disant je suis désolé pour la pauvre Coty, elle s'appelait la poule. Et du coup, je me dis, ça, c'est du militantisme. Et je me suis même rendu compte que ce militantisme que j'applique avec le sanctuaire, il fonctionne mieux que le militantisme que j'avais fait quand, par exemple, je vois d'autres assos, par exemple avec Anonymous, ou par exemple quand on fait des actions dans la rue, parfois je me dis, ça a servi, mais pas beaucoup, alors que là, j'ai l'impression que ça sert énormément. Donc c'est vraiment du militantisme, je trouve, qui peut être super efficace, même si on est toujours dans un système capitaliste où on doit faire de l'argent pour pouvoir sauver plus et mettre en place ce qu'on veut. Lucie ? Oui, alors je voulais réagir aussi effectivement à ça, hein, cette critique financière qui est parfois adressée dans le cadre de cette notion d'altruisme efficace. Il vaudrait mieux donner, les refuges voleraient finalement des dons qui pourraient sinon être faits à des associations. Disons que c'est une question, plus macro à l'échelle du mouvement d'allocation des ressources limitées. Alors moi, il me semble que parmi les gens qui donnent au refuge, par exemple au refuge Groing-Groing, il y a une partie de ces personnes-là qui sont des personnes qui justement donnent aussi à des associations comme L214 qui vont avoir un rayon d'action, un champ d'action plus vaste et qui donnent aussi au refuge Groing-Groing. Et puis il y a des gens qui parrainent un animal ou marrainent un animal du refuge Groing-Groing qui de toute façon ne donneraient pas d'argent à des
plus grandes associations antispécistes parce que soit ce sont des personnes qui sont en train de cheminer mais qui sont pas encore forcément, qui ne se définissent pas comme antispécistes, qui ne sont pas forcément encore véganes. Donc ce sont pas forcément les mêmes donateurs. Donc de considérer que les refuges draineraient finalement des fonds. On entend aussi d'ailleurs un autre reproche qui est celui du vol de forces vives, c'est-à-dire que les refuges attireraient des bénévoles, des gens qui viendraient travailler au refuge, alors qu'il serait plus utile à faire par exemple des actions de rue, d'autres actions de sensibilisation. Et là aussi, je pense que c'est un peu absurde d'opposer les deux types d'actions, puisqu'il y a une bonne partie des bénévoles de ces deux sanctuaires qui sont aussi membres d'associations qui interviennent dans la rue, qui font d'autres types de sensibilisation, et qu'il y a aussi parmi les bénévoles des refuges des gens qui ne feraient pas ces autres actions pour différentes raisons. Donc de toute façon, ce n'est pas non plus le même public. Et puis, il faudrait aussi pouvoir évaluer l'efficacité à ce moment-là d'autres types d'actions de sensibilisation. Je ne suis pas sûre que ce soit, qu'on puisse... Je pense de toute façon qu'on ne gagne pas à les isoler, à les opposer, et que c'est justement, on peut toucher différents types de publics avec différents types d'actions. D'accord. Donc Lucie, tu dis c'est pas forcément contradictoire. Harry, tu dis que ça, c'est pas seulement le nombre d'animaux sauvés, mais c'est aussi la communication et le changement culturel qu'on peut permettre à partir de la communication autour de ces animaux. Peut-être Joséphine puis Kenzo sur cette question de l'efficacité. Oui, alors sur cette question de l'efficacité, ce qui est intéressant, c'est de se demander... en fait, l'efficacité, c'est l'adéquation entre si les fins sont atteints en fonction des moyens. Et en fait, il faut qu'on se mette d'accord sur les fins. Évidemment que le projet du sanctuaire, dans son rôle dont on parlait au début de la table ronde, c'est pas de sauver tous les animaux actuellement en train d'être exploités, ni même ceux qui vont être exploités dans les années à venir, qui vont naître, etc. C'est d'ailleurs pour ça que les sanctuaires arrêtent d'accueillir certains animaux au bout d'un certain temps. Donc c'est pas à cette aune-là qu'on pourrait vraiment... c'est pas judicieux de les juger sur cette aune-là, étant donné que c'est pas le rôle qui vise officiellement. En revanche, et c'est ce dont tu parlais, et c'est ce que j'aurais voulu développer davantage sur ce 5e volet du bien-être animal, qui est la liberté d'exprimer des comportements normaux, à savoir l'agentivité. C'est qu'en fait, là où les moyens sont appropriés aux fins, c'est sur l'exploration du projet de société antispéciste. C'est là où les sanctuaires sont efficaces, dans le sens où ils mettent en œuvre des moyens pour laisser aux animaux une place pour exprimer leur agentivité et explorer ces comportements normaux de l'espèce dont on parlait. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est l'agentivité ? Justement, je crois qu'on voulait... Alors on va y venir juste après. Peut-être d'abord Kenzo sur cette question de l'efficacité, et puis après... Je voudrais rajouter d'autres trucs ensuite, Oui, mais je laisse d'abord Kenzo répondre et je préciserai. Non, je t'en prie. L'efficacité des sanctuaires, moi je voudrais la prendre ici, non pas pour les sanctuaires isolés, pris de manière isolée dans un système en fait qui est beaucoup plus large. Je pense que délimiter les missions des sanctuaires, les buts des sanctuaires à ce qu'ils peuvent atteindre seuls, c'est un peu une erreur, puisqu'en fait ils sont pris dans une dynamique de lutte bien plus globale, bien plus grande, qui regroupe différentes modalités de pratiques politiques, etc. Pour moi, quand même, le but des sanctuaires reste toutefois dans la lutte antispéciste plus globale, du coup, et vise la fin de l'abattage, la fin de l'exploitation, la fin de l'élevage, etc. D'ailleurs, pour moi, l'une des réformes qui donnerait du poids à la loi sur le bien-être animal aujourd'hui, c'est l'interdiction de l'abattage. Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'interdiction de l'abattage, on ne parle pas de loi sur le bien-être animal. C'est un mythe, c'est faux, ça n'existe pas. Mais par contre, ce qui existe, c'est les moyens d'attaquer l'État sans, en quelque sorte, souscrire à ces catégories. Et là, le sanctuaire, il est intéressant parce que s'il n'est pas en dehors du spécisme, il peut constituer en dehors des lois de l'État. C'est-à-dire qu'un sanctuaire qui irait libérer des animaux de manière illégale, mais c'est pas ça qui compte, mais qui irait de lui-même libérer des animaux, s'accaparer des animaux, exfiltrer des animaux, quel que soit le terme,
sans égard par rapport à la loi, sans égard par rapport à l'État, sans égard par rapport à la propriété privée, etc., est quelque chose de très puissant, surtout si après il vit avec ces animaux sur un lieu que Tiffaine Lagarde appelle, en fait, Tiffaine Lagarde, fondatrice de 269 Libération Animale, elle appelle le sanctuaire la base arrière de l'antispécisme. C'est-à-dire c'est un lieu où les antispécistes peuvent former une communauté, déjà, une communauté antispéciste avec des animaux. C'est déjà quelque chose d'important parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans les villes lorsqu'on est dans des collectifs antispécistes? C'est qu'on est entre humains. Alors que quand on va sur un sanctuaire, on n'est pas entre humains, on est avec les animaux. Et cette action politique qui consiste à aller dans les abattoirs ou aller dans les élevages, aller ou bloquer l'abattoir ou extraire des animaux, c'est une façon de se joindre à la lutte animale elle-même, de la visibiliser aussi, parce qu'en fait, un animal qui sort de son lieu d'exploitation est une volonté ancrée chez ces individus-là. Ils veulent fuir, hein, il ne faut pas croire qu'ils veulent rester là, c'est pas vrai, tout est fait pour qu'ils y restent, mais ce sont bien sûr du matériel physique, hein. Il y a des murs, il y a des barrières, etc. Tous ces animaux quitteraient en fait les lieux d'exploitation s'ils le pouvaient. Des humains qui vont faire sortir ces animaux-là, en fait, ils rejoignent une volonté animale. Et c'est déjà quelque chose de très puissant à mon avis, et c'est quelque chose qui est très important à penser, pas que pour les sanctuaires, mais aussi pour la lutte animaliste en général. Elle est une leçon pour la lutte animaliste antispéciste qui nous dit il faut aller aussi là où sont les animaux. Il n'est pas nécessaire de penser la politique qu'en termes humains. Ils font de la politique, ils sont là, ils résistent. Lorsqu'on est en train de parler aujourd'hui, il y a des milliards d'animaux qui résistent. On peut aller les rejoindre. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort avec les sanctuaires, parce qu'une place dans un sanctuaire permet d'exfiltrer un animal de l'élevage ou de l'abattoir. Et c'est, à mon avis, ça, l'un des rôles politiques des sanctuaires, c'est l'accueil d'animaux que la lutte animaliste ou antispéciste s'est emparée. Oui, c'est quelque chose, je crois, qui est très important de dire, c'est que les animaux résistent, en fait, que cette idée qu'on va sauver les animaux, en fait, on les aide eux-mêmes à s'échapper. Et ça rejoint la question qu'on a déjà plus ou moins commencé à aborder de l'agentivité. Est-ce que les sanctuaires sont des lieux où on prend vraiment en compte les désirs, les préférences, les luttes des animaux autres qu'humains eux-mêmes? Et peut-être, Lucie, est-ce que tu peux commencer par donner une définition de l'agentivité? Comme ça, on pourra avancer dans cette question-là. Oui, alors il existe plusieurs définitions. Pour essayer de faire très simple, je dirais qu'on peut définir l'agentivité comme une capacité d'agir, comme la capacité d'avoir un certain degré de contrôle sur son environnement, et puis la capacité d'exprimer une subjectivité. Donc, exprimer une subjectivité et pouvoir agir sur son environnement. Et donc ça va beaucoup plus loin que... ça suppose de pouvoir être acteur de sa propre vie, de pouvoir être reconnu, selon l'expression du théoricien des droits des animaux Tom Regan, d'être reconnu comme un sujet d'une vie, comme le sujet de sa propre vie. Et je crois que les refuges, surtout lorsqu'ils arrivent à stabiliser leurs moyens en termes financiers, en termes de personnel, peuvent justement aller au-delà de la question du bien-être et de commencer à reconnaître les animaux comme légitimes à exprimer des préférences en matière de vie quotidienne, en matière d'association avec d'autres animaux. Alors c'est pas toujours possible, à la fois pour des raisons de coût, d'espace, hein, on peut pas forcément répondre favorablement à tout ce qui est les demandes qui sont exprimées par les animaux, mais on peut pas non plus toujours leur permettre d'entretenir des relations avec certains animaux d'autres espèces, parce que parfois il y a des problèmes là aussi de sécurité, mais c'est d'essayer d'aller dans cette direction-là et de les laisser de plus en plus acteurs, devenir et être reconnus comme des acteurs de leur propre vie, qui font des choix, participent à la définition finalement des normes de la communauté interespèce qu'ils forment avec les humains. Et je voudrais juste continuer en fait de répondre sur la précédente question qui était
un petit peu celle de l'intérêt ou je dirais même la nécessité des sanctuaires. Il me semble, ça a été un petit peu évoqué, mais ce qui est très intéressant dans les sanctuaires aussi, c'est que ça permet de ne pas laisser les savoirs en matière de soins aux animaux de ferme, en matière de bien-être des animaux dits de ferme, aux seuls éleveurs en fait. Parce que c'est un reproche qui est parfois fait aux véganes, aux antispécistes, de dire vous êtes bien mignons, mais vous êtes des urbains, des citadins qui n'avaient jamais vu un cochon de près et qui seriez incapables de vous en occuper. Et justement, les refuges montrent que non. Et plus généralement, je vais essayer de terminer rapidement là-dessus, mais en fait, que penser d'un mouvement antispéciste qui n'aurait aucun refuge ? Que penser d'un mouvement antispéciste qui serait uniquement discursif, mais où finalement dont les militants ne tendraient pas la main à un animal qui résiste, qui s'échappe d'un élevage, qui a besoin du coup d'un refuge. Oui, ça entérinerait le récit des véganes complètement coupés en fait, des relations avec d'autres animaux. Absolument, un tel antispécisme serait assez hors sol et peu crédible. Donc je pense que c'est essentiel qu'il y ait des refuges, ne serait-ce que pour cette raison-là. Alors, voilà. Même si on ne doute pas de la volonté des personnes qui tiennent des sanctuaires de prendre au sérieux cette question de l'agentivité, de la volonté des désirs d'action des animaux, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, mais du fait des contraintes économiques dont on a déjà parlé, qu'en fait on choisit un peu, on impose plein de choix aux animaux, on choisit à quelle heure ils mangent, on choisit avec qui ils interagissent, on choisit de séparer parfois les espèces entre elles, on choisit en tant qu'humain quand on interagit avec eux et peut-être pas, on laisse peut-être pas eux venir à nous aux heures qui les arrangent. Est-ce qu'il n'y a pas des formes d'imposition malgré tout, mais du fait que en fait, c'est extrêmement précaire en fait, les sanctuaires qui s'imposent dans les sanctuaires malgré les personnes qui sont de bonne volonté? Oui, c'est vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, ces contraintes qui sont propres aux institutions totales. Effectivement, on pourrait citer par exemple les poules qui en été resteraient bien dehors un peu plus tard, mais qui doivent absolument être rentrées avant la nuit pour être protégées des prédateurs, et qui donc sont rentrées quand les soigneuses terminent leur journée de travail, parce qu'elles ne peuvent pas rester jusqu'à 22h pour rentrer les poules, pour donner un exemple. Donc effectivement que tout n'est pas, les animaux ne peuvent pas complètement décider de leurs conditions de vie, mais je crois qu'il y a une réelle volonté d'être à l'écoute pour essayer de répondre le mieux possible à leurs demandes. Il existe à ma connaissance un sanctuaire qui qui revendique de mettre vraiment les animaux au centre de toutes les décisions. C'est le sanctuaire Vine aux États-Unis. Vine Sanctuary, Vine, c'est l'acronyme de Vegan is the Next Evolution ou de Vegan is not enough. Ça dépend, il y a les deux appellations, et qui vraiment ont dit qu'ils ont commencé par mettre les animaux au milieu de l'espace du sanctuaire, toutes espèces confondues, et ils ont vu qui s'associait avec qui, comment on pouvait organiser les choses de telle sorte qu'ils aient choisi leurs conditions de vie et qu'elles soient en même temps les plus sûres possibles, les moins dangereuses possibles. Joséphine ? Je suis vraiment d'accord avec toi, Lucie, sur la question de l'institution totale. En fait, on retrouve les mêmes problématiques avec d'autres institutions totales où ce sont des humains qui sont soignés, qui sont mis en sécurité aussi, et on retrouve les mêmes arbitrages, encore une fois sous contrainte, et les mêmes dilemmes. Notamment, moi, je pense à la réticence aux soins. Il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas envie en fait qu'on vienne les soigner, combien même ils souffrent, etc. Et donc en fait, ça pose la question de à quel moment on estime que il faut aller contre cette réticence pour le bien de l'animal. Il y a des réflexions comme ça qui peuvent émerger et qui sont aussi très intéressantes à transposer aussi dans les institutions totales qui s'intéressent aux humains uniquement. C'est des réflexions qui sont plus larges et qui sont très stimulantes. Harry, puis Kenzo. Ouais. Souvent, c'est un peu compliqué parce qu'on attend notre tour et j'ai envie de surenchérir. J'ai envie de faire un débat carrément parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Du coup, c'est parti et tant pis. Donc oui, pour répondre à ce thème-là, ouais, c'est ça, faudrait écrire. C'est ça. Je suis pas assez pro en fait.
Ouais, c'est ça. Donc oui, on en était où par rapport... excuse-moi, je suis perdu un petit peu avec à la gentilité. Est-ce que tu as l'impression, toi, Ouais. dans ton sanctuaire, Oui. de devoir malgré Ouais. tout imposer des choix aux animaux et de pas vraiment les laisser exprimer leurs préférences? Ouais, c'est vrai qu'on nous a même dit, ça j'ai déjà entendu, est-ce qu'on retire pas un individu d'une situation horrible, d'une situation de merde, pour parler crûment, et on le fout dans une autre situation pas terrible. Et donc je pense qu'il faut aussi faire la part des choses entre l'exploitation animale et ce qu'on voit dans les fermes industrielles et les sanctuaires. Alors bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, chaque sanctuaire est différent. C'est vrai qu'il y a des sanctuaires où c'est limite de la maltraitance parce qu'il y a des animaux qui sont délaissés. J'ai des sanctuaires en tête, mais je ne vais pas les citer. Mais des animaux qui sont délaissés parce qu'il y en a trop. Et du coup, les animaux humains qui doivent s'en occuper ne sont pas suffisants ou n'ont pas le temps. Voilà, donc ça fait partie des questions, des vraies questions. Sur l'agentivité, du coup, comment réagissent les animaux? Je pense qu'il y a énormément d'observations dans les sanctuaires, en tout cas pour nous, les sanctuaires du réseau antispéciste. Énormément d'observations, parce que si je prends mon exemple où je libère souvent, quand je dis je libère, ça veut dire que j'ouvre la clôture, l'enclos en fait, je l'ouvre avec les poules et les moutons, et donc ils partent, donc ils sont en semi-liberté, et je suis là, ou sinon il y a d'autres personnes, on est là pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'attaque de renard ou quoi que ce soit. Et bien, au bout d'1 heure, 2 heures, soit les moutons se posent et ils font une petite sieste, ou soit ils rentrent dans leur enclos, et puis ensuite on ferme l'enclos, et puis la fin de la journée. Donc ça aussi, c'est une forme d'observation et de se dire, finalement, ils sont bien là où ils sont, puisqu'ils ne vont pas partir du terrain. En fait, le terrain, c'est chez eux, et ils y acceptent. Et je pense qu'un petit peu comme un enfant humain, les animaux en fait comprennent qu'il y a des règles dans une vie de société, un petit peu comme dans un sanctuaire, c'est comme une société, et donc je pense, en tout cas, j'estime qu'ils prennent en considération qu'il y a des règles comme le fait de, je sais pas, de pas bousculer un enfant. Alors là, j'essaie j'ai failli dire éduquer, mais j'essaie de faire comprendre à Toto, le bélier, quand c'est un enfant, il n'a pas la même force qu'un adulte, et voilà, il persiste à taper les enfants. Bref, les enfants humains. Hein. Donc voilà, ça fait partie des règles de la vie en communauté. Et voilà, je pense à Virginia Marcus en Suisse qui a son association Coexister. Elle prône la coexistence en fait de tous les espèces entre elles, humains et non humains. Et je pense que ça se base sur beaucoup d'observations. Voilà. Alors je voulais parler aussi sur le fait que chaque sanctuaire est différent. Et je pense que je ne sais pas si je peux reparler de ce que tu as dit, Kenzo, sur le fait que un des rôles aussi qu'on peut voir sur les sanctuaires, c'est qu'on est aussi un petit peu entre antispécistes, entre véganes, entre militants, on va dire, pour faire comprendre qu'aux militants, vous militez pour des individus, regardez qui ils sont, parce que souvent il y a des gens en ville qui ne connaissent pas les individus, donc ça permet d'être entre nous. Mais aussi, on fait partie de ce système, j'allais dire du système capitaliste, mais on fait partie aussi d'une société où je pense que les sanctuaires aussi ont tout à y gagner, d'être ouverts au grand public, d'être ouverts même aux exploitants. Voilà, moi je suis tout le temps en collaboration, si je peux parler ça comme ça, avec les agriculteurs d'à côté. Eux m'aident par rapport à, par exemple, mettre en place des clôtures. Donc ils m'aident avec le tracteur, par exemple, pour mettre en place des clôtures. Et nous, on l'aide, je sais pas, sur tel ou tel service. Par exemple, je sais pas, ils ont besoin de foin et nous, on a du foin chez nous. Donc on s'entraide là-dessus. Et c'est vrai que, en fait, je pense qu'on est voué à être ouvert, puisque si on veut, en tout cas à mon sens, militer pour la fin d'une exploitation animale, il faut justement s'ouvrir et montrer que nous aussi on aime les animaux, puisque les agriculteurs disent qu'ils aiment les animaux, mais pas de la même manière. Et regardez comment nous on s'en occupe, comment nous on imagine un amour envers les animaux, contrairement à ce que vous faites. Voilà, ça peut être ouvert par rapport à ça, et ça peut être aussi ouvert par rapport au grand public qui veulent aussi découvrir un monde vegan, un monde sans exploitation animale. Je pense à Le Repère, un sanctuaire en Mayenne qui accueille toutes les écoles primaires, des petits enfants jusqu'aux jeunes adultes. Ils accueillent en fait dans leur sanctuaire pour sensibiliser aux animaux, sensibiliser, je veux dire, à la cause. Et voilà, je pense qu'on fait vraiment partie d'une société, et les sanctuaires et les refuges ont leur place en fait au sein même de cette grande nation qu'on appelle la France.
Kenzo, tu disais, mais dès le départ, en fait, dans la présentation de 269 Libération Animale, que c'était une question qui était vraiment réfléchie, la question de l'agentivité des animaux et de les laisser interagir avec qui ils voulaient, tant les humains que les autres animaux, c'est ça? Ben oui, c'est un peu comme à Vine, où à partir du moment où ils ont... Déjà quand ils étaient à Saint-Étienne, parce qu'ils ont eu un premier sanctuaire à Saint-Étienne qui était tout petit, là, à ce moment-là, chaque espèce vivait dans des abris, dans des enclos différents, mais vivait la journée sur le terrain commun. Mais dès qu'ils ont déménagé dans le Grand Est français, là, lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain avec les animaux, de toute façon, il n'y a qu'un lieu pour dormir pour les animaux, c'est un grand tunnel agricole où tous les animaux dorment, sauf les cochons et les poules. Du coup, déjà, il y a une socialisation de nuit qui est très très importante et qui malheureusement n'est pas observée, mais qui pourrait être très intéressante à observer. Et du coup, oui, il y a... Mais par contre, je ne pense pas que qu'une société, enfin qu'une communauté multi-espèces ait un lien avec l'agentivité. Puisqu'en fait, dire que les animaux ont de l'agentivité, c'est enfoncer une porte ouverte, puisqu'on le sait depuis tout le temps. Ce qu'on ne sait plus aujourd'hui qu'on savait avant, c'est que l'agentivité, elle était différenciée selon les acteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on ne prend plus en compte, puisqu'on est dans une ontologie plate aujourd'hui, tant dans la recherche que dans certains milieux militants plutôt intellectuels qui s'intéressent en tout cas aux sciences sociales, etc. Les sciences sociales aujourd'hui mettent en avant une ontologie plate, c'est-à-dire que tous les acteurs de l'atome au grand capitaliste ont une agentivité plus ou moins pareille. En fait, ils agissent dans le monde, ils font partie du monde, ils le font fonctionner, etc. Et du coup, s'il y a un blackout, par exemple, en fait, les ordinateurs sont tout autant responsables que l'État, le gouvernement, les entreprises, etc. Il y a des livres qui expliquent cela. Ça, c'est oublier quelque chose de très important qui était présent dans le matérialisme historique, du coup, depuis voilà, le XVIIIe siècle, au moins, avec Marx, etc. C'est qu'il y a les acteurs, si l'on veut, sont pris dans des forces structurantes qui en quelque sorte, distribue la responsabilité de manière inégale. Et du coup, en fait, dire que les animaux ont de l'agentivité sur le sanctuaire, c'est très bien, en fait. Mais en fait, qui a l'agentivité en vérité, c'est pas les animaux, ce n'est pas tant les animaux, c'est plutôt les entreprises agroalimentaires, c'est l'INRA, etc. C'est eux qui sont agentiques, c'est eux qui ont la puissance de faire le monde qu'ils ont envie de faire. Les animaux, s'ils voulaient faire le monde qu'ils avaient envie de faire, s'ils avaient une subjectivité toute puissante, comme on peut le penser voilà, dans la sociologie actuelle, etc., ils ne seraient pas où ils sont. Et du coup, en fait, bien sûr, les animaux ont une agentivité, mais en fait, leur agentivité est déterminée en amont, et parfois même avant la naissance, c'est-à-dire que ce qu'ils sont capables de faire est déterminé historiquement et socialement et est choisi en quelque sorte par, ici c'est plutôt par la sélection et la modification génétique, mais aussi par les mutilations dans les élevages, voilà, couper le bec, couper la queue, etc. Et du coup, il y a un choix de ce qu'est capable de faire l'animal. Et alors, lorsque les animaux arrivent sur le sanctuaire, tout déjà déterminé en fait, lorsque l'on met face à face un coq de combat et un coq de chair, je peux vous dire qu'en fait, ils n'ont pas la même agentivité. Et que le coq de combat va en fait tuer le coq de chair en moins de 5 minutes, il n'y a pas de problème avec ça. Et du coup, c'est aussi ça qu'il faut montrer, c'est que les animaux, bien sûr, ils ont une agentivité, bien sûr, ils résistent, etc. Mais en vérité, ce sont les perdants, encore à ce jour de l'histoire, comme le prolétariat, comme le Sud, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il ne faut pas oublier. Et si on rate ça, si l'on pense que les animaux sur les sanctuaires viennent de la terre, tout droit de terre, qui ne viennent pas de lieu d'exploitation où ils ont été déterminés, etc. On rate qu'est-ce qu'est leur agentivité, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, mais surtout qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire, comment ils sont appauvris en termes d'expérience tant corporelle que psychologique,
Et ça, c'est aussi quelque chose, à mon avis, qui est important à noter. Et à nouveau, il n'est pas question ici de dire que les sanctuaires ne servent à rien, qu'il n'y a que de la souffrance, etc. Non, au contraire, c'est l'exploitation qui ne sert à rien, qui produit de la souffrance. Et c'est eux que je vise. Et jamais je vais dire que les administrateurs de sanctuaires n'auraient pas dû ouvrir de sanctuaires parce qu'ils perpétuent la souffrance. Ce n'est pas eux qui perpétuent la souffrance. Hein. Ça, je tiens quand même à le noter. Et par contre, à propos de l'ouverture avec les éleveurs, juste en 2 minutes. Rapidement. Je pense que on ne combat jamais pour la libération ou l'émancipation d'un groupe social parce qu'on l'aime. Juste, on combat pour... moi, j'ai du mal avec cette idée de je me bats parce que j'aime les animaux et si les éleveurs aiment les animaux aussi, ils devraient arrêter de faire ce qu'ils font, etc. etc. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais rejoint une manifestation parce que j'aimais le groupe social victime que l'on a envie à qui on a envie de rendre justice par la manifestation, par la grève, etc. Mais parce qu'en fait, ils sont pris dans des régimes de domination qui sont acceptables, qui sont inacceptables et qu'il faut mettre fin au plus vite, pas parce qu'on les aime. Alors on arrive à la fin du temps. Je sais que c'est extrêmement frustrant parce qu'on voudrait que la discussion continue, mais en fait elle va être prolongée par les questions. On va ouvrir aux questions de la salle. Et donc il y a un micro qui va circuler. Je te prends le tien et je vous passerai le micro pour vos questions, réactions, discussions à partir de tous les thèmes qu'on a traités et qui sont nombreux déjà. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question et Valentine vous passera le micro. Il y a Pierre devant. Bonjour. Merci beaucoup pour vous quatre. Moi, c'était plus une réaction plutôt qu'une question. Parce qu'on a parlé à un moment d'efficacité. Et on dirait un peu, quand on parle d'efficacité, qu'on est des robots, en fait, comme s'il y avait quelqu'un de ceux qui disait faites ça, c'est plus efficace. Mais en tant que militant, parfois, on a juste envie aussi de faire parce qu'il nous tient à cœur. Parce qu'imaginons, moi, j'ai envie de faire une action et on me dit non, mais une autre action est plus efficace. Mais si moi, j'arrive pas à la tenir, en termes d'efficacité, ça sera de 0 parce que je ferai peut-être 1 an et à la fin, je ferai peut-être un burn-out ou autre chose. Peut-être parfois, on oublie aussi que dans le militantisme, on a aussi envie de faire des trucs qui nous plaisent. Comme ça va durer plus longtemps et là, ça va être plus efficace. Et par exemple, pour les sanctuaires, moi je suis citadin, je vois pas beaucoup d'animaux, etc. La dernière fois où ça m'a ému, c'était le documentaire I.O. Je sais pas si vous avez vu avec l'âne, où déjà c'était un écran et ça m'a beaucoup touché. Donc aller voir des animaux, je pense, en tant que militant, ça peut déjà me faire beaucoup d'émotions et continuer d'agir. Voilà. Qui veut répondre ? Oui, juste sur l'émotion. Alors, tu vois, mais je continue à faire du bénévolat dans les sanctuaires et j'aurais pas été capable de voir le film que tu mentionnes, je pense, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des scènes tristes, ou dures. Moi, j'aurais pas été capable. Alors, bien sûr, dans le refuge et le sanctuaire, on voit des animaux qui ont beaucoup souffert pour certains d'entre eux. Moi, je trouve que ça aide quand on voit justement qu'on peut contribuer à ce qu'ils aient maintenant une vie plus heureuse. Mais effectivement, ce qui est très intéressant dans cette remarque, c'est qu'on a tous des sensibilités différentes, on sera tous et toutes touchés par des choses différentes. Comme disait Kenzo, on n'est pas obligé d'aimer les animaux pour défendre leurs droits. Mais en ce qui me concerne, je sais que avant de commencer à m'intéresser aux arguments intellectuels qu'il peut y avoir pour ne plus, et politiques pour ne plus exploiter les animaux, c'est d'abord des choses très émotionnelles, la rencontre avec un animal qui m'a vraiment complètement bouleversée. Donc c'est intéressant, effectivement, je pense qu'il faut aller, il faut agir, il faut militer là où on sent qu'on peut le faire et qu'on peut essayer d'apporter quelque chose. Bonjour. Vous voulez continuer pour répondre ou pas ? Vas-y, je pense, Nico. C'est bon ? Alors, j'avais du coup une petite grille de lecture que je voulais partager, peut-être voir ce que vous en pensez. Moi, je vois 2 objectifs dans la lutte.
antispécistes. L'un des premiers objectifs, le premier objectif, c'est de prendre en considération les victimes actuelles et se préoccuper de leur bien-être. Et d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment l'objectif principal du sanctuaire, c'est-à-dire de prendre en considération les victimes actuelles pour faire en sorte qu'elles vivent mieux et du coup prendre en considération leur sentience. Le deuxième objectif, qui est un objectif plus à long terme, c'est de prendre en considération les futures victimes, celles qui ne sont pas encore nées. Et là, on peut faire la comparaison avec ce que tu disais, Victor. J'ai beaucoup aimé cette métaphore du robinet, de se dire qu'il y a un robinet qui est le robinet des souffrances, ou plutôt des animaux exploités. Il y a des gouttes qu'on peut peut-être récupérer pour essayer de faire en sorte de les sauver tout de suite. Mais cet objectif, on va dire au plus long terme, c'est de réussir à fermer ce robinet pour qu'il n'y ait plus aucune eau qui coule. Et donc c'est un objectif qui est plus radical. Du coup, j'ai aussi une petite comparaison avec, par exemple, la pauvreté. On pourrait imaginer une action de rue qui consisterait à faire des maraudes pour donner de la nourriture aux personnes qui en ont besoin. Ça nous prendrait du temps, certes, mais ça ne résoudrait pas forcément le problème de la pauvreté. Pour résoudre le problème de la pauvreté, on pourrait, par exemple, participer à une action de collage ou de tractage pour un parti politique qui aurait comme ambition de lutter contre la pauvreté. Et à ce stade-là, je n'ai pas d'éléments de réponse pour savoir quelle est la meilleure stratégie, parce que ce sont deux objectifs différents. Là où je trouve que les sanctuaires sont intéressants, c'est de se dire qu'il y a certains sanctuaires qui permettent d'agir sur les deux facteurs. C'est-à-dire, premièrement, de réussir à sauver des individus, et ensuite rendre visible le spécisme pour permettre de sensibiliser le grand public. Et c'est même si ce n'est pas le cas de tous les sanctuaires, il y a aussi des sanctuaires qui n'agissent sur aucun des facteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent potentiellement sauver des animaux, mais ne pas avoir les ressources pour leur permettre de vivre bien. Donc il y a aussi ce point-là sur certains sanctuaires sont peut-être plus efficaces que d'autres en fonction des objectifs. Donc on ne peut pas mettre tous les sanctuaires dans le même panier. Et puis il y a aussi cette question de la lutte culturelle, de la bataille culturelle. Et du coup, c'est plus une question pour Kenzo. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt à utiliser les animaux pour du coup agir sur le deuxième facteur, qui est celui de dénoncer le spécisme, celui de visibiliser l'oppression, pour, par exemple, obtenir plus de voix politiques, électorales, à des candidats qui prendraient vraiment en considération la question animale et qui pourraient faire voter des lois en la faveur. Donc c'est un des critères. Merci. Kenzo, du coup ? La bataille culturelle, tu me dis, il n'y a pas que selon ce que j'ai dit, tu considères que je pourrais dire qu'il n'y a pas d'intérêt à utiliser les animaux, l'image des animaux dans les sanctuaires, pour en quelque sorte montrer le spécisme et gagner une bataille culturelle. Là, par exemple, pour s'accaparer les structures de pouvoir étatiques. C'est ça ? Oui, c'est ce que j'ai eu l'impression de comprendre dans ton discours. Pour moi, de toute façon, il y a un emploi violent de toute chose tout le temps. Voilà, penser que montrer l'image des animaux, c'est quelque chose de violent, je veux dire, oui, c'est peut-être vrai, etc. Mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça, c'est déjà mon point de vue. Puis, je dirais qu'on gagne. Est-ce que gagner les structures de pouvoir sont à ce moment-ci de la lutte un objectif qui est déjà pertinent, quoi. En quoi ce serait pertinent de fonder un parti animaliste ? Enfin, en quoi est-ce pertinent ? J'utilise ces rêves, mais en fait, ils existent. En quoi est-ce pertinent de fonder un parti animaliste
alors qu'on sait que les luttes humaines sont imbriquées avec les luttes animales, qu'en fait on peut très bien considérer la société et la politique comme étant l'affaire tant des humains que des non-humains, que finalement la manière dont l'État est configuré est forcément problématique et qu'intégrer les humains dans la société n'est pas forcément le but, mais peut-être que la prise en compte des non-humains participe à la désintégration du monde et peut-être que c'est ça qui est plus intéressant pour penser autrement la politique, quoi. Et puis la politique, en tout cas la modification, la transformation des conditions matérielles d'existence, pour moi c'est ça le but, c'est transformer les conditions matérielles d'existence des animaux. Pour moi c'est ça, c'est pas prendre le pouvoir étatique, etc. Ça c'est un moyen, c'est pas un but, c'est un moyen. Passe pas forcément par les urnes, quoi. Passe pas forcément par les urnes, et en tout cas ça dépend du temps politique dans lequel on est. Et à ce jour, j'ai quand même, moi, lorsque je vois ce qui se passe, l'impression que l'antispécisme n'est pas vainqueur aujourd'hui. On n'est pas enfin, le courant du monde n'est pas vers la libération des animaux, etc., puisque le nombre d'animaux tués chaque jour augmente dans les abattoirs, la viande consommée chaque jour dans le monde augmente. Je veux dire, le capital est déjà en train de se transformer pour aller prendre des parts de marché un petit peu partout, parce que quelques Européens deviennent véganes ou végétariens, etc. Du coup, je dirais pas, pour répondre spécifiquement à ta question, de toute façon, l'image des animaux, elle est déjà utilisée à tout va, à grandes eaux, etc. Elle est utilisée là maintenant, ils sont pas là, on parle d'eux, etc. Et c'est pas forcément un problème, parce que je voudrais quand même revenir quelque chose. Je pense que j'ai froissé, c'est pas un problème que j'ai froissé, mais par contre c'était pas mon but, c'était lorsque j'ai parlé des citadins. Je voulais pas dire que c'était mauvais d'être un citadin, hein, c'était pas ça. Juste que les sanctuaires ouvrent la possibilité aux citadins d'aller dans des zones rurales, d'aller là où les animaux sont, etc. C'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre en ville. Moi, je vis en ville, je vais pas tout le temps au sanctuaire, etc. Du coup, pour revenir sur ta question, rapidement, Kenzo. Je dirais pas que l'image des animaux sur les sanctuaires est la plus véridique, en tout cas, des conditions réelles d'existence des animaux qui sont en fait dans les lieux d'exploitation. Et vaut mieux en fait faire prévaloir ces images-là, qui sont les images réelles, qui sont les images de tous les animaux d'élevage. Et que ce sont ces images-là qui comptent, en tout cas dans la lutte politique à l'intérieur de l'État, c'est-à-dire par les urnes, par le vote, qui est un moyen parmi tant d'autres, et pas le plus efficace. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir soit à la question, soit à ce qu'a dit Kenzo? Et sinon, on peut prendre une autre question dans la salle. Alors, vas-y, Lucie. Oui, par rapport à ce que vient de dire Kenzo, je pense qu'effectivement, enfin, c'est très très important de montrer les images des animaux et de leur souffrance, mais je crois que c'est très important aussi de leur permettre d'être autre chose que des victimes, même s'ils sont malheureusement pour eux, dans la plupart des cas, des victimes, de leur permettre d'exprimer autre chose que ça. Alors je pourrais donner plein d'exemples des animaux, des refuges. Je ne sais pas si j'ai le temps de donner un exemple. Du coup, si on prend une autre question, ce qui est très intéressant aussi dans les refuges, c'est que les animaux sont reconnus donc comme des individus et ont le droit de l'être. Comment dire, au-delà d'une définition humaine au-delà des attentes que les humains peuvent avoir vis-à-vis d'eux. Je pense notamment à Gertrude, qui est aussi une truie que j'aime beaucoup au refuge Groin-Groin, et qui, en dépit d'un physique extrêmement mignon, est invariablement désagréable avec tout le monde. C'est-à-dire que quand on approche Gertrude, qu'on soit soi-même humain ou non humain, Gertrude grogne de façon assez lamentable, assez dramatique, puis s'en va.
Alors évidemment que dans un premier temps, les soigneurs, soigneuses, dans ces cas-là, essayent d'exclure une douleur ou une maladie qui expliquerait un comportement structurellement déplaisant. Mais une fois que cette hypothèse-là a été éliminée, les animaux ont le droit d'être autre chose que mignons. Et ça, je trouve super intéressant. Donc je pense que c'est important de pouvoir les montrer aussi dans leur diversité, de pouvoir reconnaître des animaux comme des personnes. C'est aussi leur reconnaître le droit d'être des personnes pas agréables. Enfin, Surtout d'un mauvais caractère. Voilà. Donc c'était pour donner un exemple de cette importance aussi de permettre aux animaux d'être ce qu'ils veulent être et d'être et donc une grande variété de choses comme les humains et les humaines peuvent l'être. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Je trouve que c'est un sujet qui est très important aujourd'hui dans la lutte antispéciste et qui n'est pas forcément discuté suffisamment. Donc je voulais revenir par rapport à l'efficacité des sanctuaires, qui a été remarqué que la lutte antispéciste s'organisait sous deux axes, d'arrêter le robinet et de prendre les gouttes. Je pense que les sanctuaires ont cette capacité peut-être un peu spécifique à faire les deux en même temps, et je pense qu'il y a des choses qui s'explorent à ce niveau-là. Je pense au sanctuaire du Mal-Ouestan, je ne sais pas si vous connaissez, qui en fait est vraiment dans une optique militante et de culture de la lutte, en accueillant des gens assez librement sur le sanctuaire pour sensibiliser. Mais c'est pas juste de la sensibilisation au grand public, comme dire voilà, les animaux sont des personnes ou quoi. C'est dire être dans une culture de la lutte, une contre-société un peu aussi, et développer ça. Et ça, je pense que ça peut être un gros levier d'avoir ce double aspect de lien avec les animaux, de connexion à la réalité, et derrière de développer une culture de la lutte qui l'encadre et qui la renforce. Enfin, je pense que c'est des choses qui se renforcent. Et opposer l'arrêt du robinet et les gouttes, pour moi, c'est dans ce contexte-là, en tout cas, c'est pas pertinent du tout, parce que justement, les deux se renforcent. Et une lutte antispéciste sans lien avec les animaux, ça n'aurait pas trop de sens. Parce que ça reste très focalisé sur les humains, et même si ça peut être pertinent, ça reste quand même assez lacunaire. Et voilà, c'est par rapport à ça que je voulais réagir. Alors peut-être Harry ou Joséphine, dans une considération de répartition de la parole. Ouais, mais merci de citer le Mal-Ouestan, parce que c'est vrai que je pense que les sanctuaires, il y a la lutte pour la cause animale, mais il y a aussi d'autres luttes dans la mise en place d'un sanctuaire. Et je pense si on prend cet exemple, il y a aussi le fait de proposer de la permaculture, donc du coup de ne pas être dans une agriculture conventionnelle, de proposer aussi plus une autonomie sur comment on vit et polluer moins. Donc je pense que voilà, ça aussi, ça fait partie des diversités qu'on peut retrouver dans les sanctuaires. Et je trouve que ça donne aussi une vue sur un avenir, en tout cas un idéal qu'on aimerait mettre en place où il y aurait plus de respect pour la vie, pour les animaux humains et non humains. Et je pense que ces sanctuaires aussi aident à se projeter sur l'avenir. On avait un tout petit peu parlé de ça pendant la conférence, mais pour revenir aussi à ce que tu disais, Nico, je pense que quand on parle de l'antispécisme et de l'avenir de l'antispécisme, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de sanctuaires, de plus en plus de lieux comme ça, des écolieux où on va avoir des propositions de société. Et ça, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Là, déjà, la mise en place d'un réseau dont on se dit, donc, on se réunit et on se rend compte que finalement, on n'est pas tout seul, on n'est pas que 2 ou 3, on est plusieurs dizaines. Et plus tard, j'imagine qu'on sera plusieurs centaines. On a vu avec la crise sanitaire, de plus en plus de citadins quittent la ville, de citadines aussi, quittent la ville pour aller soit à la campagne, mais même plus qu'aller à la campagne, c'est-à-dire cultiver des fruits et légumes, accueillir des animaux chez soi, en évitant bien sûr de les utiliser. Donc voilà, je pense que le rôle des sanctuaires, c'est aussi un rôle sur l'avenir de la lutte pour la cause animale. Je suis très d'accord avec toi. Mais justement, je pense que ça peut être intéressant de rebondir sur cette question du coup de l'efficacité qu'on a un peu abordée déjà. Mais justement, en fait, quand tu parles de ce sanctuaire, le Mal-Ouestan, et du travail qu'il fait justement pour accueillir du public, ça me fait penser à 2 éléments de l'efficacité des sanctuaires sur lesquels on peut revenir, sur la question du coût d'opportunité, par rapport à des sommes qui pourraient être versées ailleurs, et sur du coup les forces vives dont tu parlais. En fait, si je pense à mon sanctuaire, mon sanctuaire, pas du tout, le sanctuaire que j'ai étudié, rien à voir, du coup voilà.
Justement, en fait, ils ont tout un travail de communication sur les réseaux sociaux qui est extrêmement, qui prend beaucoup de temps, mais qui en fait qui prend. C'est-à-dire qu'ils arrivent à cibler des publics qui sont davantage animalistes qu'antispécistes, plutôt intéressés par les chats et les chiens mignons justement, mais qui en fait sont aussi introduits à la question antispéciste grâce à ces photos et vidéos mignonnes. Donc ça peut être intéressant, et notamment ça se voit aussi à l'intérieur du sanctuaire qui sont ces bénévoles qui viennent travailler. En fait, la plupart des bénévoles que j'ai pu rencontrer, ils n'étaient pas anticipés avant de venir en fait. Et ils le sont devenus sur le terrain. Et ensuite, quand on parle de force vive, c'est ça, c'est de la sensibilisation, c'est de la politisation dans les sanctuaires. Et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant parce qu'une des critiques de l'efficacité des sanctuaires, c'est leur faible impact sur les comportements et les positions politiques et éthiques des visiteurs et des visiteuses une fois qu'ils sont partis. Ce qui peut être intéressant, c'est d'étudier ça, en fait. Enfin, justement, on a parlé d'un article de Kimlicka et Donaldson sur ce sujet. Ils sont un peu méfiants sur la prétendue efficacité symbolique, morale et éthique des sanctuaires, en disant que finalement, ce travail de sensibilisation, il est très peu effectif. En fait, ils ne se prononcent pas vraiment. Ils disent que voilà, pour l'instant, c'est spéculatif, on ne l'a pas mesuré. Et ça peut être un truc intéressant à voir, en fait. C'est justement l'impact sur les personnes qui viennent voir en fonction de leur politisation passée, etc. Ça peut être si vous cherchez un sujet de recherche, ça peut être vraiment intéressant d'explorer ça, en fait. Il me semble que ça existe déjà des questionnaires, je crois, au refuge Grand Coin, non ? Un questionnaire à la fin, quand tu pars, tu dis voilà, est-ce que tu as été sensibilisé ? Est-ce que tu vas devenir vegan ou ce genre de choses, quoi. Oui, ben ça, le refuge essaye de s'intéresser un petit peu au devenir des visiteurs et visiteuses. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'études qui a été faite, mais c'est quelque chose, effectivement, qui serait très intéressant à rassembler. Mais effectivement, il y a une sensibilisation non seulement auprès des visiteurs et visiteuses, mais c'est ce qui m'a étonné aussi au début, lorsque j'ai commencé à aller dans les refuges et les sanctuaires, c'est de voir qu'il y avait pas mal de nouveaux bénévoles ou de stagiaires qui n'étaient pas végane. Et là, ça m'a beaucoup surprise parce que moi, avant d'être végane, je ne pense pas que je serais allée m'occuper de cochons et d'animaux dans des refuges et sanctuaires. Et on voit par contre, même pendant parfois la durée des 3 mois dans les 2 refuges, des personnes devenir véganes. Et les refuges reçoivent beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Alors évidemment, dire beaucoup de témoignages, c'est pas suffisant pour que ça devienne un argument, et il faudrait tout à fait des études là-dessus, mais ils reçoivent beaucoup quand même de retours très positifs de la part de personnes qui ont vraiment changé leur mode de vie et leur engagement politique à l'égard des animaux après ça. On a le temps pour une toute dernière question. Quoi ? Parce que moi j'en ai plusieurs. Alors plusieurs questions d'une même personne. Parce que il y avait à un moment donné, vous avez dit que vous alliez parler de la différence entre refuge et sanctuaire, et il me semble que vous l'aviez oublié. J'ai aussi une question par rapport au public que vous recevez dans les sanctuaires pour les sensibiliser. Quel âge ils ont, combien ils sont, d'où viennent-ils, à quelle fréquence ils viennent, est-ce qu'il y a un programme, est-ce qu'ils voient le programme et ils viennent, ou est-ce que c'est vous qui allez les chercher, voilà. Peut-être, Joséphine, c'est toi qui voulais revenir sur la distinction entre refuge et sanctuaire ? Absolument, justement parce que du coup, le sanctuaire que j'ai étudié, il se situe dans ce continuum un peu flou entre refuge et sanctuaire. Le sanctuaire que j'ai étudié, il a ces 2 activités en fait à la fois. Donc, si jamais on résume, peut-être les refuges, ça se caractérise par un certain type d'animaux qui sont accueillis, plus des animaux d'affection, des chiens et des chats. Ça peut être aussi, par exemple, je sais pas moi, des chevaux ou des cochons d'Inde, peu importe. Et c'est un mode d'advocacy qui est différent, qui se concentre peut-être plus sur la lutte contre la maltraitance, plus que contre les autres formes d'exploitation. Si on reprend des classifications qui ont été faites, peut-être une critique plus sectorielle et moins systémique de l'exploitation animale. Et donc les refuges peuvent avoir un modèle économique qui peut être fondé aussi sur des adoptions des animaux qui sont accueillis. En plus, du coup, des marrainages, parrainages et des dons qui sont habituellement, qui sont plutôt caractéristiques des modèles économiques des sanctuaires. Et donc, du coup, pour le coup, on aurait des sanctuaires qui accueillent des animaux indépendamment de leur espèce. Alors, il y a aussi des choix qui sont faits. Moi, le sanctuaire que j'ai étudié, il décide d'accueillir aussi justement des chiens et des chats,
justement pour ne pas discriminer les animaux en fonction de leur espèce. Il y a des sanctuaires qui décident de ne pas se focaliser sur ces animaux-là qui reçoivent déjà beaucoup d'argent et qui ont une opinion publique qui est assez favorable à leur bien-être. Voilà, donc il y a des choix politiques qui sont faits. Moi, j'estime qu'il y a quand même un continuum entre le refuge et le sanctuaire. Ça peut être considéré comme des idéotypes, un peu quand on réfléchit justement au rôle que doit avoir un sanctuaire. Voilà, dans l'idéal. Voilà, moi, je considère que c'est plutôt un continuum avec, en effet, des modèles assez différents, mais qui peuvent se recroiser de manière fructueuse. Et pour la deuxième partie de la question, je peux peut-être encore plus peaufiner en fait la définition, enfin les différences entre refuge et sanctuaire. Je pense vraiment qu'il faut vraiment faire la distinction sur le fait qu'un refuge, on accueille et on met à l'adoption, on soigne et on les remet dans la nature. Ça, c'est vraiment un refuge. C'est-à-dire qu'on va plus avoir l'aspect plutôt ponctuel de l'accueil des animaux, il me semble, et que sanctuaire, c'est vraiment un lieu de fin de vie. C'est-à-dire que les animaux qui entrent, ils vont rester là jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, c'est plus ça la différence. Il y a aussi une différence juridique. Juridiquement, un sanctuaire, il y a zéro juridiction. Par contre, refuge, juridiquement, il y a un vrai statut. Quand on fait une déclaration auprès de la préfecture de là où on habite, là, à ce moment-là, on est considéré comme un refuge. Et s'il y a un animal qui est retrouvé blessé, à ce moment-là, on peut l'accueillir pour le soigner et ensuite le remettre dans la nature pour des animaux sauvages, par exemple. Tu veux peut-être... Juste sur refuge sanctuaire aussi, je crois qu'après il y a aussi vraiment une question de vocabulaire et puis de pays. Dans les pays francophones, on parlait de refuge jusqu'à il y a peu de temps. Et de fait, le mot sanctuaire, en français, il pose quand même plein de questions. Je ne suis pas sûre que le mouvement vegan antispéciste gagne à reprendre des termes qui ont une connotation religieuse parce qu'on fait assez déjà le reproche aux véganes d'être une secte dangereuse. Donc je pense qu'il y a aussi le refuge Groing-Groing est un sanctuaire, mais il s'appelle refuge. Donc il y a, comme tu disais, c'est un continuum flou. Et effectivement, je pense que ce qui les distingue classiquement, c'est le fait qu'il y ait des adoptions, que les refuges normalement essayent de placer les animaux à l'adoption, pas les sanctuaires. C'est peut-être la principale différence, mais je pense qu'après, ça dépend aussi des pays dont on parle et du vocabulaire en fait local. Et pour conclure très rapidement sur la deuxième partie de la question, qui était, je crois, le type de public accueilli par les sanctuaires. Oui, c'est ça. Et à quelle fréquence, le nombre, la catégorie socio-professionnelle, l'âge. Voilà. Je pense que ça dépend vraiment des sanctuaires. Je pense que chaque sanctuaire, et chaque refuge bien sûr, a sa propre politique pour accueillir telle ou telle personne. Moi personnellement, j'accueille pas encore de grand public. Donc voilà, mais à l'avenir, on imagine, parce qu'on n'a pas du tout tout ce qu'il faut. En fait, il n'y a rien qui est fait pour accueillir des gens. Donc voilà, c'est une volonté de notre part. Mais Refuge Groing-Groing, ouais, ils accueillent énormément de personnes. Et puis voilà, ils ont des plannings. Et puis voilà, je peux citer le repère que j'ai visité en Mayenne. Elle, voilà, c'est très focalisé sur les jeunes. Donc voilà, je pense qu'elle va contacter directement. Elle démarche les écoles pour pouvoir leur proposer de venir. Ça peut jouer sur une après-midi ou juste une heure ou deux. Et à ce moment-là, il y a tout un planning. Donc voilà, chaque sanctuaire, chaque refuge est différent. Vraiment. Je crois qu'on va rester sur ce beau mot de conclusion. Merci infiniment Lucie, Harry, Joséphine et Kenzo pour cette table ronde qui a été passionnante et je crois qu'on aurait pu durer 3 heures, mais à un moment il faut aller manger et du coup n'hésitez pas à rejoindre le buffet et le stand pour retrouver encore plus de ressources et prolonger les discussions. Merci infiniment, je crois qu'on peut les applaudir. Merci.